Bonjour à toutes et à tous. Merci énormément d'être là en cette fin d'après-midi. Merci tout particulièrement à vous, Rachel Keke, de nous faire l'honneur de venir ce soir à Sciences Po. On sait que vous êtes bien occupés avec les mobilisations actuelles. Je m'appelle Tiffaine et avant de vous présenter plus amplement et bien sûr de vous laisser la parole, on voulait avec Raphaël dire un mot sur le collectif que nous représentons ce soir, le collectif du lien. On vous reçoit en effet non sans émotion puisque vous êtes d'une certaine manière la cause de notre existence et donc le point de départ de nos travaux ici à Sciences Po, puisqu'on s'est constitué l'année dernière suite à une conférence que vous étiez venu donner avec François Ruffin, qui était venu présenter son film Debout les femmes, et à l'occasion de laquelle vous aviez pu présenter votre lutte à l'Ibis Hotel des Batignolles avec votre collègue Sylvie. C'est suite à cette conférence-là que nous, on a créé ce collectif pour faire se rencontrer travailleuses et étudiants. Et c'est ce qu'on a essayé de faire tout au long de cette année. On a été élus initiative étudiante en septembre dernier sur 2 axes. Le premier étant donc, comme je disais, d'agir au sein de Sciences Po. Ce qu'on a fait lors d'un premier petit déjeuner du lien, on a fait se rencontrer travailleurs et étudiants. Mais ce qu'on a aussi fait en rencontrant les élus syndicaux, des étudiants, des travailleurs et des personnels et professeurs de Sciences Po, qui vont eux-mêmes porter dans toutes les instances de décision de l'école, donc le CSE, le CCAST, le CA, la question des conditions de travail des travailleurs et travailleuses de ménage de Sciences Po. Et c'est ce qu'on a fait aussi en entamant, nous, un dialogue avec l'administration à notre titre propre, c'est-à-dire une voix qui est celle d'étudiants concernés par la condition des travailleurs de ménage au sein de leur école et par la cohérence affichée par Sciences Po sur sa responsabilité sociale et le cadre de travail qu'elle peut offrir à l'ensemble de ses employés. Donc, agir au sein de Sciences Po, d'une part, le chemin est encore long, mais les premières pierres ont été posées et on a besoin de vous pour continuer à porter cette voix au sein de l'administration, au sein des étudiants. Donc, on va faire tourner tout au long de la conférence une feuille sur laquelle vous pouvez inscrire vos coordonnées si vous souhaitez continuer et rejoindre le collectif. Et donc, notre deuxième axe, ça a été celui de porter de manière plus générale un discours et une réflexion sur la place des métiers du lien dans la société. Pour ce faire, nous avons organisé un cycle de conférences dont la soirée de ce soir est la 3e. La première conférence portait sur la nature des métiers du lien et les personnes qui les exerçaient. La seconde se posait la question des causes de cette invisibilisation des métiers du lien et en particulier des métiers de la propreté. Nous avons donc reçu 2 économistes pour leur ouvrage 2 millions de travailleurs et des poussières. Un ouvrage qui pose la question de la sous-traitance comme facteur clé d'aggravation des conditions des travailleurs et travailleuses de ménage et qui permet donc d'identifier la réinternalisation comme levier puissant d'amélioration de ces conditions de travail et la construction de communautés de travail comme horizon possible d'amélioration de ces conditions de travail. Et donc, nous vous recevons dans le cadre de cette 3e conférence pour répondre à notre 3e série de questions, qui est qu'une fois qu'on a posé ce diagnostic, qu'on a tiré les conclusions de nos interrogations, comment faire pour mobiliser et comment faire pour construire réellement un rapport de force économique et politique qui permette de transformer ces métiers en des métiers qui soient source de dignité et d'émancipation pour toutes les personnes qui les exercent. Donc, votre parcours et vos luttes sont une source d'inspiration continue pour nous. Et je vais laisser Raphaël les présenter et puis on va pouvoir commencer notre échange. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Keke, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très heureuse de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Donc je voulais revenir un peu sur votre parcours avant de commencer la conférence. Vous m'entendez bien? Et donc sur votre parcours notamment professionnel et politique. Donc vous êtes franco-ivoirienne arrivée en France en 2003. 2000, pardon, ça va venir après. Et donc, dans vos 2 pays, vous avez exercé de nombreux métiers, notamment dans le secteur du service, puisque vous avez été coiffeuse, caissière, aide à domicile. Et donc, en 2003, vous êtes entrée à l'hôtel Ibis des Batignolles. Et donc, c'est votre lutte au sein de cet hôtel qui vous a fait connaître du grand public, puisque vous êtes l'une des figures de la grève des femmes de chambre initiée en 2019 et qui est très inspirante à de nombreux égards. Déjà par sa durée historique, elle a duré 22 mois, et par sa fin victorieuse.
Et donc, et depuis, vous continuez de lutter pour la reconnaissance des métiers invisibles et des personnes essentielles qui les exercent. Et donc, mais désormais, vous le faites au sein de l'Assemblée, puisque vous avez été élu député de la 7e circonscription du Val-de-Marne en juin dernier, sous les couleurs de la France insoumise. Et donc, après cette brève introduction, donc on va en apprendre plus sur vous au cours de la conférence. On voulait la diviser en 3 temps. D'abord, parler de votre travail et de votre lutte aux Batignolles, avant de s'attarder plus longtemps du coup, sur votre travail de député et sur la campagne qui l'a précédé. Et enfin, tracer l'horizon de ce que pourraient être les métiers du lien, donc dans une société juste et digne. Et ensuite, on pourra faire une demi-heure de questions pour la salle. Voilà. Merci. Bonsoir à tout le monde. Mais merci beaucoup d'avoir m'invité. Je suis très ravie d'être là. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est la jeunesse qui s'occupe comment je peux dire, de ces métiers essentiels. Voilà, parce que vous savez, le travail que nous faisons à l'époque où j'étais femme de chambre, avant d'être gouvernante, c'est un métier très dur. Le métier des femmes de chambre, accord qui sous-traite, parce que c'est la sous-traitance qui emploie ces femmes au sein de l'hôtel hôtel Ibis. Dans tous les hôtels, il y a beaucoup de sous-traitance. Donc, quand on arrive et que tu tombes, quand tu cherches du boulot, déjà ce métier, tu ne peux pas poser de CV, c'est de bouche à l'oreille. Et par exemple, moi, je suis là et ma copine peut venir me dire, est-ce qu'il y a un travail que tu as envie de faire? Et comment ça s'appelle, femme de chambre? Oui, ça m'intéresse. On ne regarde pas ton CV, on ne regarde pas ton parcours. Et tout de suite, comme ils ont besoin des femmes pour travailler, ils ont besoin des salariés pour travailler, tout de suite, ils vont te prendre et tu vas faire 3 jours d'essai. Bah, si tu vas bien, en même temps, on te donne un étage et puis tu travailles. Et c'est le travail de femme de chambre, c'est tellement difficile que c'est un métier qui détruit le corps, qui abîme le corps et qui est mal payé. Qui est mal payé, c'est un métier, si tu n'es pas syndiqué et que l'employeur t'exploite. Un métier aussi qui est très mal payé. À l'hôtel Ibis, par exemple, moi, j'ai commencé à travailler là-bas depuis 2003 et on n'a connu que de la sous-traitance. Parce qu'Accor qui dit, moi, je ne sais pas faire les chambres. C'est son hôtel, mais il ne sait pas faire les chambres, donc il sous-traite. Et quand il sous-traite, le métier de femme de chambre, qui est le cœur d'activité dans l'hôtel, est sous-traité. Mais les autres emplois, c'est-à-dire les restaurations, les bars, les accueils, ne sont pas sous-traités. C'est que ce métier-là qui est sous-traité. Et on commence par exemple à 8h30, on n'a pas droit à manger, on n'a pas droit à boire de l'eau, on n'a pas droit à la pause. C'est comme si on était une machine. Tu arrives, tu cours, tu travailles. Et comme ils refusent aussi d'employer d'autres personnes pour faire le travail, sachez bien qu'à l'hôtel Ibis Les Batignolles, il y a quand même 706 chambres. Et si 706 chambres, souvent, il y a 12 femmes ou minimum 20 femmes qui doivent travailler. Et il y a des femmes qui sont inaptes, qui ne peuvent plus faire les 30 chambres, 40 chambres. Donc, tu es obligé de faire le boulot de 2 à 3 personnes. Imaginez-vous une seule femme de chambre qui se retrouve à 40 chambres, 50 chambres, 30 chambres. Comment est-ce qu'elle va travailler? Mais quand tu arrives chez toi, tu ne peux plus. Tu as tout le corps qui te fait mal. Tu ne peux pas t'occuper de la maison. Tu ne peux plus faire manger aux enfants. Tu n'as même pas le temps de voir comment ça se passe si l'enfant est à l'école, si l'enfant travaille bien. Souvent, tu as des messages de l'école. Tu ne regardes pas parce que tu es épuisé. Et comme ça, on fait comme ça du lundi à vendredi, 5 jours. Et sachez que ce métier, il y a beaucoup de temps partiel. C'est de 4h à 6h. Pour avoir un temps complet, c'est difficile. Tu n'as pas un temps complet comme ça. Et vous allez voir que dans le métier de l'hôtellerie, il y a des gens qui ont fait 10 ans, mais qui sont toujours en temps partiel. Avant d'être en temps plein, pour pouvoir avoir même une bonne retraite, mais on ne te donne pas comme ça. Tu es obligé de plaider, de dire oui, il y a longtemps, je travaille, je suis à 5h, est-ce qu'on peut me mettre à 7h? On ne t'écoute pas. Pourquoi ils font ce système? Parce que si tu as 4h et que tu travailles en plein temps, ils ne vont pas te payer le plein temps que tu as fait.
Si t'ont trop payé, peut-être vont te donner 50 € de plus. Et même 4 heures à l'hôtel, tu peux te retrouver à 600 €, à 700 €. Sachant que tu as fait 30 chambres, tu as fait plus de 7 heures. Donc, au lieu de te payer, par exemple, 1500 ou bien 1800, mais ils vont te payer 600, 700. Et si tu as trop rajouté, c'est 100 €. Donc, tu vas te retrouver à 700 €. Et quand tu vas te plaindre pour dire, mais j'ai fait quand même 40 chambres, 30 chambres, 28 chambres tout le mois, pourquoi je me retrouve à 700 €? Mais ils vont te dire, non, mais c'est comme ça. Ou bien ils vont faire exprès pour te dire, ah oui, la fiche de paye, on s'est trompé. Le mois prochain, on va te faire un rappel. Voilà, le mois prochain. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est un métier, comme je dis, qui détruit. Et vous allez voir souvent, il y a des femmes qui ont mal au dos, mal au poignet, mal au genou. Tu ne peux plus rien faire. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que tu es obligé de faire ça. Tu vas faire quel boulot, quel autre métier que tu as envie de faire. La société ne t'envoie pas comme ça en formation. On t'apprend comme ça 3 jours, tu travailles comme ça. Et quand tu demandes d'aller en formation, ils vont te tourner en bourrique. Et là, les patrons, la sous-traitance, ils sont malins. Pourquoi? Parce qu'ils jouent avec les syndicats. Pourquoi je dis ça? Parce que le syndicat qui est censé protéger le salarié pour avoir ses droits, mais ce syndicat est corrompu. Ce syndicat est corrompu, c'est-à-dire lui-même, il est à la base du licenciement du salarié qui se plaint tout le temps. Parce que quand tu te plains tout le temps pour dire, je veux que mes conditions changent, je suis mal payé, je ne comprends pas, je n'ai pas de pause, je ne mange pas, j'ai plus de vie, on te dit soit la porte est là, tu sors, ou bien soit il y a le pôle emploi, ou bien soit tu te tais, tu travailles. Bon, sachant aussi que la majorité des personnes qui travaillent là-bas, de ces femmes, ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Donc, par exemple, pour lire les fiches de paie, c'est les enfants qui lisent les fiches de paie. Mais les enfants ne comprennent pas. Ou bien tu es obligé d'aller voir un syndicat pour te dire, mais je ne comprends pas sur... sachez qu'on ne sait pas lire, écrire, on ne sait pas s'exprimer, on connaît. Quand c'est l'argent, on sait ce que c'est. Quand c'est l'argent, on sait ce que c'est. Donc, après, le syndicat, il va dire, non, mais c'est ça, tu n'as pas bien compris, il te ment. Il ne te montre pas tes droits. Et après, quand tu regardes tout ça, tu te dis quoi? Tu es obligé de travailler parce que ce travail, on a besoin de ce travail aussi par rapport au papier. Il faut te régulariser. Et quand tu as ton titre de séjour qui veut finir, on te demande les fiches de paye, l'attestation de travail pour pouvoir renouveler ton travail. Donc, c'est-à-dire ce métier, tu es obligé de faire jusqu'à ta retraite. Tu ne peux pas faire autre chose. Soit tu sors du secteur du femme de chambre, tu vas aller faire le ménage ou bien tu vas aller faire la restauration. Voilà. Donc, c'est un système qui s'est mis en place pour dire, comme je peux dire, et sachez que la majorité, c'est les femmes racisées qui font ça. Elles viennent de leur pays, elles arrivent, elles sont obligées de faire, elles n'ont pas le choix parce qu'elles n'ont pas de diplôme. Donc, c'est qu'elles sous les mains, c'est ce qu'elles font. Mais ça, en pensant comme ça détruit les familles et ça détruit les enfants. Parce que, imaginez-vous une famille qui a par exemple 5 enfants et qui touche 800 € par mois. Elle est obligée de travailler, c'est-à-dire pour avoir 7 heures. Elle commence, comme les femmes de l'Assemblée nationale, elles commencent à 6 heures. Elles finissent à 9 heures. Elles vont aller dans un autre boulot. Elles vont travailler là-bas. Elles finissent. Elles vont aller, c'est-à-dire elles vont tourner comme ça jusqu'à elles arrivent chez elles, il est 19 heures. Elles vont faire comme ça du lundi à vendredi. Et quel temps elles auront pour s'occuper des enfants? Quel temps elles auront pour voir qui l'enfant a fréquenté, comment l'enfant s'est comporté à l'école? Même souvent, moi souvent avant, quand j'arrivais, je recevais les messages de l'école pour dire oui, ton enfant a fait comme ça, est-ce que tu peux passer, pourquoi on parle? Je n'avais pas le temps d'aller, comment on appelle ça là, à mon rendez-vous pour pouvoir faire ce que mon enfant a fait, pour pouvoir voir qu'est-ce que l'enfant fait. Je n'avais pas le temps. Et le seul temps que j'avais, je fais le ménage ou bien je me repose parce que je suis fatiguée. Et là, ça commence ça se dégrade à la maison, ça se dégrade avec les enfants, la famille. C'est un système qu'ils ont mis en place qui n'est pas bon. C'est pour ça que nous, à l'époque, on avait compris pour dire que non. C'est vrai que pendant 17 ans, on a connu des syndicats qui étaient vraiment corrompus, qui nous mettaient, parce que quand on dénonçait la souffrance au travail, les attouchements au travail, comment on appelle ça là, les clients qui viennent, qui te touchent les seins, quand tu ouvres la porte, qui te montrent les fesses. Excusez-moi, je suis obligée de dire ça parce que
c'est ce qui se passe dans les hôtels. Parce que quand vous voyez les 4 murs comme ça, il y a des pervers à l'intérieur. Et il y a des femmes qui n'arrivent pas à parler parce qu'elles ont honte. Un, d'abord, comment on appelle ça, des critiques des autres. Parce que quand la femme est victime de violence, on trouve qu'elle ment. Ou bien quand une femme sort pour dire « il m'a touché », on trouve que c'est une menteuse, elle invente. Or, en réalité, c'est des choses qui se passent là-bas. Donc, ça fait que ces femmes n'arrivent pas à sortir pour venir dire « telle chose m'est arrivée, j'ai eu tel accident ». Mais dans les hôtels, vous voyez comme ça se passe. Les femmes sont victimes de beaucoup de violences, d'attouchements, jusqu'à ce que l'ancien directeur de l'hôtel Ibis, les Batignolles, viole une de notre collègue. Et aujourd'hui, l'affaire est où? Pourquoi? Parce que c'est une femme racisée. On dit que c'est au pénal depuis 2017. On n'a pas de suite. Donc, ces femmes racisées qui travaillent, c'est-à-dire la sous-traitance, qui les paye mal, et après, elles ont des harcèlements sexuels, harcèlement moral. Et moi, c'est pour ça que moi, ma lutte, mon combat aujourd'hui, je me suis dit, il fallait qu'on puisse se mettre ensemble pour lutter, pour dénoncer ça et pour que ça stoppe. Parce que sans ça, ils savent que ce sont des femmes qui ne sont pas protégées. Et ils savent que les syndicats qui les protègent sont corrompus. Et ces syndicats ne peuvent pas les protéger. Et comme je dis toujours, Dieu merci qu'il y a des syndicats qui sont bons. Comme la CGT, HPE qui nous a soutenus jusqu'à la victoire. Mais oui, parce que moi, par exemple, pendant 17 ans, on a connu 4 sous-traitances. Pardon, 4 syndicats. On a connu EFO, propriété, la CFDT, la CGT. On les a connus. Et puis, on a connu, il y a une société, un syndicat, mais j'oublie le nom. Quand on a conçu de propriété, je ne sais pas. En tout cas, tout ce qui est propriété, tout ce que vous attendez, propriété. Voilà. Voilà. Donc, ce sont ces syndicats qui ne protègent pas, franchement, les salariés. C'est pour ça que vous voyez, il y a la misère, il y a la souffrance. Parce que si ces syndicats étaient comme la CGT propriété, ceux qui nous ont soutenus, CGT HPE, ceux qui nous ont soutenus, je pense que les patrons, ils vont faire beaucoup attention. Parce que, je vais vous dire une chose. Quand on allait prendre la CGT HPE, vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Puisqu'ils connaissaient M. Claude Lévy et Mme Tiziri Kandi qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Oui, M. Claude Lévy, il n'est pas bon, il a des problèmes au tribunal, il ne faut pas l'écouter, il ne peut rien faire pour vous. Et ils vont chercher le syndicat, la CGT propriété, pour venir nous dire il faut arrêter la grève, c'est des gens qui ne sont pas bons, nous on peut discuter avec vous. Et nous on a dit non. Ça fait plus de 17 ans que vous êtes avec nous et vous n'avez rien fait. On a connu EFO, on a connu CFDT et vous êtes CGT propriété. Et pourquoi ce syndicat qu'on allait chercher? Parce que sachez que c'est un salarié de l'hôtel Ibis Les Batignolles qui nous a parlé de la CGT-HPE, qui nous a dit on voyait tellement votre souffrance et qu'il y a un syndicat qu'on appelle la CGT-HPE qui peut vous défendre, qui se trouve à la mairie de Clichy. Et c'est comme ça que nous sommes partis voir la CGT-HPE. Mais moi, par contre, quand Sylvie m'avait dit ça, je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas aller parce que je dis c'est les mêmes choses, c'est les mêmes personnes. CGT propriété, CGT HPE, il faut tout ça, c'est les mêmes. Moi, je ne voulais même plus entendre parler du syndicalisme parce que j'étais vraiment dégoûtée. Je ne voulais plus entendre parler du syndicalisme. Donc, Sylvie me dit, de toutes les façons, c'est la dernière, on va essayer. OK, on va essayer. Et moi, je partais comme ça, mais je n'avais pas confiance. Et quand je suis allée avec Sylvie et mon collègue Traoura Boubacar à l'époque, et on a vu M. Claude Lévy, et quand il nous a dit, on a expliqué notre problème, notre souffrance et tout, et quand il nous a dit, est-ce que vous savez que vous pouvez être payé par nombre d'heures? Parce qu'on était payé à la tâche. C'est pour ça qu'on était obligé de faire les 30 chambres, 40 chambres pour avoir plus d'argent. En croyant qu'en faisant les 30 chambres, 40 chambres, on pouvait avoir beaucoup d'argent. On était payé à la tâche, on n'était pas payé au nombre d'heures. On n'avait pas un prime de panier. Donc, si tu ne ramènes pas ta nourriture, tu ne manges pas. Si tu es pressé, tu ne prends pas de gamelle, tu ne peux pas sortir pour aller manger, tu travailles. Tu ne manges pas. Et quand le monsieur il nous a dit, est-ce que vous savez que si on vous installe une pointeuse, vous serez payé par nombre d'heures, pas par la tâche? Et je me suis dit que mais depuis 17 ans, j'étais là-bas, je n'ai jamais entendu ça. Aucun syndicat ne nous avait dit ça. Et moi, je disais à M. Lévy, bon, il a dit oui. Et est-ce que vous savez aussi que vous pouvez avoir le prime de nourriture, prime de panier, prime de nourriture?
Mais comment ça se fait? Puisque la CGT Propriété nous a dit qu'on ne pouvait jamais avoir de prime de panier. Parce qu'ils nous ont dit, pour avoir 5 € même pour manger, si vous avez ça, c'est que vous êtes fort. C'est la CGT Propriété qui nous disait ça. Et quand M. Claude Lévy nous avait dit ça, moi j'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Il a dit si, vous pouvez avoir ça, c'est vos droits. Il a commencé à nous donner nos droits. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais lui, c'est un bon syndicat. Mais M. Lévy, nous, on a envie d'aller en grève. Nous, on a envie d'aller en grève. Parce qu'on est fatigué, on n'en peut plus. On a envie d'aller en grève. Et la pire même des sociétés qu'on a connues, la STN. On a connu des sociétés de la sous-traitance, mais la STN, c'était le cauchemar de l'hôtel Ibis Les Bâtiments. C'était le cauchemar. Et M. Lévy nous a dit, vous voulez aller en grève? Nous, on a dit, on était maintenant derrière lui parce que ça nous donnait maintenant la force de pouvoir avoir nos droits. Parce qu'avec tout ce qu'il nous donnait comme nos droits, mais on ne va pas s'associer, pas M. Claude Lévy qui va venir nous donner ça comme ça. Pour l'obtenir, il faut aller chercher. Sinon, ça ne va pas descendre comme ça. Donc, on s'est organisé. Il a dit, mais pour aller en grève, il faut se syndiquer. Bah, il y a une deuxième bataille qui va commencer. Il faut se syndiquer comment? Il faut aller à l'hôtel, aller faire du porte-à-porte aux autres collègues pour dire qu'on a trouvé un bon syndicat parce que tout le monde était découragé des syndicats. Pour aller faire du porte-à-porte pour dire, on a trouvé un bon syndicat, il faut se syndiquer, comme ça on part en grève. Vous êtes sûr que c'est un bon syndicat? Il dit, moi je doutais, mais apparemment ce que j'ai entendu, je pense que c'est un bon syndicat. Vous êtes sûr? Bah, on va essayer. Moi j'ai essayé, c'est qu'on va essayer ensemble. Donc bon, les colloques, c'était vraiment difficile, mais finalement, on s'est tous mis d'accord. Et je pense qu'on était 35 ou 34 femmes, en tout cas la majorité, allaient se syndiquer. Je me suis allée chez le syndicat à la CGTHPE pour pouvoir aller en grève. Donc, on s'est tous syndiqués parce qu'il nous a dit, si vous n'êtes pas syndiqués, on ne peut pas aller en grève. Parce que se syndiquer aussi, ça nous protégeait. Donc, on était syndiqués. Et quand on s'est syndiqués, nous, on mettait maintenant la pression, mais c'est qu'on va partir, c'est qu'on va partir. Attendez, pourquoi vous êtes pressés? Non, mais c'est qu'on va partir en grève. Et il a dit, bah, attendez un jour, si j'arrive avec la musique, avec les banderoles, tout ça là, vous descendez. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, comme ça, ils nous envoie le courrier pour dire le lendemain, c'était le 19 juillet, et qu'on devait partir en grève. Et là, nous, on a commencé à préparer toutes les femmes pour dire, parce qu'on se cachait, puisque dans l'hôtel, il y avait les caméras partout. Donc, quand tu veux, moi, comme j'étais gouvernante à l'époque, parce que des femmes de chambre, je suis passée en gouvernante, quand je vais contrôler une femme de chambre, je rentre doucement, je regarde, je rentre, je ferme la porte et puis je discute avec elle pour dire demain, c'est la grève, on arrive, on ne dit rien, on arrive, on met nos tenues, on fait sortir nos chariots, tu prends ton bas, tout ça. Et puis, quand la CGTHP est là, allez, la cloche sonne, tout le monde descend. Et on était bien organisés. On était bien organisés. Et moi-même, comme j'ai dit, même dans la vie, il faut s'organiser. Quand tu es très bien organisé, tout marche. On s'est bien organisé. Et effectivement, quand il est arrivé le 19 juillet 2019, sous, comment on appelle, l'hôtel Ibis Les Batignolles, on attendait la musique. Non, on regarde comme ça. Allez, ils sont là, les filles, allez, ils sont là. Allez, tout le monde, on avait arrêté tout. On a tout stoppé et tout le monde était descendu. Et c'était vraiment magnifique parce que les gens ne s'attendaient pas à ça. On a fait un coup d'État au groupe Accord. Et ils sont là, mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Tout le monde était descendu. Donc, pour vous dire que les métiers essentiels, là où il y a la sous-traitance, et il y a d'autres secteurs où il n'y a pas de sous-traitance, mais si tu ne te bats pas, tu ne peux pas t'en sortir. C'est vraiment difficile. Donc, c'est comme ça qu'on a lutté. Parce que pour qu'on s'est mis en grève, il y a 13 personnes, 13 femmes de chambre qui étaient vraiment malades, qui ne pouvaient plus faire les 30 chambres, 40 chambres. Donc, le médecin de travail avait décidé, a dit à l'employeur, elles ne peuvent pas faire les 30 chambres, il faut leur donner 10 chambres. Et derrière, la société voyait que 10 chambres, ça ne les arrange pas. Parce que tu as 5 heures, moi, je te donne 30 chambres. Et le bénéfice de derrière, moi, il prend ça, il se met ça dans les poches. Donc, en faisant 10 chambres, il ne va pas gagner plus sur ton dos. Au contraire, il perd. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est-à-dire, il envoyait maintenant des courriers à chaque femme pour pouvoir les convoquer et les muter dans un autre hôtel. Les enlever à l'hôtel Ibis et ramener d'autres personnes qui vont faire les 30 chambres à la place. Et là où il va t'emmener, tu ne connais personne. Si tu te plains parce que tu es malade, il va faire quoi? Il va te licencier facilement avec la complicité de la CGT Propriété. Il va te licencier carrément.
Donc, c'est ça qu'on a vu, les 13 personnes, on s'est dit, mais si ces 13 personnes, on les laisse partir, à qui le tour? À qui le tour? Donc, c'est d'où aussi était venue l'organisation, et puis on a tout stoppé. Voilà. Jusqu'à la victoire. On m'entend là? Oui. Notre première question, ça allait être pourquoi vous étiez-vous mise en grève? Mais donc là, on comprend qu'il ne manquait pas de raison. Mais donc, notre question, ce serait plutôt qu'est-ce qui vous a permis de la mener jusqu'à la victoire, cette grève? Et quelles leçons est-ce que vous tirez de cette grève, de la manière dont vous l'avez mise en place, des acteurs qui ont joué un rôle important dedans? Mais moi, je pense que c'est la souffrance, c'est la maltraitance qui a fait qu'on on s'est mis en grève, on a tenu quand même cette lutte-là parce qu'on se disait, si on avait abandonné, parce que ça arrive, d'autres peuvent dire, non, je suis trop fatigué, je n'en peux plus, je ne peux plus continuer. Mais si on arrêtait ça, mais comme j'ai dit, on était mort. Donc, il fallait qu'on tienne vraiment cette lutte-là pour pouvoir aller jusqu'à la victoire. Pour pouvoir, comment on appelle ça là, donner une bonne leçon au groupe Accor. Pour dire que ce n'est pas n'importe quel salarié qu'on peut maltraiter comme ça et on peut mal payer comme ça et on peut voler, comme je dis. Parce qu'ils nous volaient tellement de l'argent qu'on peut voler comme ça. Ce n'est pas parce que, comme je peux dire aussi, on est des immigrés et qu'on ne comprend pas et qu'on doit se laisser nous piétiner. Quand même, on est dans un pays de droit. Et nous, les acteurs qui avons mené cette lutte-là, moi, je pense qu'on a mené cette lutte pour donner des exemples à d'autres personnes, comme je dis, à d'autres secteurs du nettoyage, où il y a la souffrance pour dire tout est possible. Tout est possible si on est organisé, si tout se passe très bien, si on est complice entre nous, le patron ne peut pas nous écraser. Parce que là où il y a la division, ils sont tellement malins, c'est quand ils divisent, ils savent diviser pour mieux régner. Là où il y a la division, là où ils règnent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc, quelles étaient vos revendications? Mais on voulait que la cadence baisse parce qu'on faisait 3 chambres et demie de l'heure. Et ça pouvait arriver qu'on faisait soit 17 minutes ou 20 minutes dans une chambre. On voulait aussi la prime de panier parce qu'on ne mangeait pas. On voulait la qualification parce que le métier de femme de chambre n'était pas reconnu comme métier de femme de chambre. La qualification qu'on avait, c'était comme quelqu'un de la mairie qui balayait la rue, tout ça. Donc, on avait aussi dans nos revendications, on ne voulait plus de licenciements abusifs. Il y avait trop de licenciements abusifs. Et puis, il y avait aussi une gouvernante d'accord qui nous prenait tellement la tête, qui pensait qu'on était, ses animaux, comme je peux dire. On avait demandé d'arrêter de nous harceler. Donc, on avait aussi, on n'avait pas de tenue en coton. On portait des tenues esthétiques pour pouvoir travailler. Donc, ça faisait que quand il faisait chaud en canicule, on ne pouvait pas tenir, ça nous brûlait sur le corps. Donc, on avait demandé d'avoir des tenues en coton, plus une paire de chaussures, parce qu'on n'avait pas de paire de chaussures. On était obligé d'acheter les paires de chaussures. Voilà, donc c'était ça nos revendications, puis augmenter le salaire. Donc, cette victoire a permis qu'on a eu quand même de 250 à 500 euros d'augmentation de salaire. Aujourd'hui, à l'hôtel Ibis Les Bâtiments, avant que je parte, mais aujourd'hui, là-bas, les femmes sortent quand même avec 1 800 euros, plus de 2 000 euros, ce qui était impossible. Mais grâce à cette victoire-là, les femmes, elles sont très, franchement, elles sont très bien payées. Parce que je vais les voir, souvent, elles me montrent les fiches de paie, souvent, elles m'appellent au téléphone. À Rachel, aujourd'hui, Sandra me dit aujourd'hui, j'ai eu 1 700, 1 800. Or, à l'époque, c'était 700, 800 euros. Donc, voilà comment la lutte est payée. Bravo, c'est le premier mot qui me vient. Vous m'entendez? Oui. Donc là maintenant, on pourrait parler de de l'expérience qui a succédé à cette lutte victorieuse, donc votre expérience de député et d'abord la campagne, puisque du coup vous avez décidé de donner de l'espoir d'une autre façon en vous portant candidate aux élections législatives de juin 2022. Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui a motivé cette décision-là
déjà, pour commencer? Bonne réponse, bonne question. Bon, quand on a fini la lutte, la belle victoire qu'on a eue à l'hôtel Ibis Les Batignolles, tellement que la lutte, comme je dis, ce n'était pas facile. Hein. Après la victoire, je suis allée en vacances pour bien me reposer. Et là, je suis là, je vois mon téléphone qui sonne. Cling. Je prends mon téléphone, je regarde, c'est Éric Cotterel, le député de la France Insoumise. Parce que sachez que pourquoi j'aime les élus de la France Insoumise. Parce que ce sont ces députés qui vont sur les piquets des grèves, qui soutiennent les salariés. Et ces députés nous ont tellement aidés, ils ont été toujours à nos côtés. Et moi, comme je voyais, je dis, mais c'est un parti qui s'intéresse, c'est-à-dire aux gens qu'on n'attend pas, qui sont là, à chaque fois, ils sont là avec leurs écharpes, ils nous soutiennent, qu'on fait des marches, ils sont là, et dans l'hémicycle, ils parlent de nous. Mais qui allait faire ça? Et là, moi, je me suis dit, mais après ma victoire, j'allais m'intégrer à la France Insoumise pour aller sur les piquets des grèves aussi et puis faire rendre mon témoignage à ceux qui font les grèves pour les encourager pour pouvoir tenir, pour pouvoir gagner leur lutte. Donc, je vois mon téléphone sonner, c'est Éric Cotterel qui me dit Rachel, ça t'intéresserait de faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Et moi, j'ai dit, mais oui, puisque moi, j'ai envie d'être là-bas, oui, moi, ça m'intéresse. Et moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, non, pour l'instant, je suis en vacances. Quand je rentre, voilà, il n'y a pas de souci. Et là, ils avaient créé, à l'époque, l'Union populaire. Voilà. Et quand je suis arrivée, je l'ai appelé. C'est le premier jour on devait faire le meeting à Montpellier, le grand meeting le jour de la présidentielle qu'il y a eu à Montpellier. Je ne suis pas partie. Et j'ai fait celle si vous vous en souvenez, de la République, où il y a eu un grand meeting qu'on avait fait à la République. Et là où j'ai pris la parole, et je suis allée à Grenoble, j'ai commencé à tourner un peu pour faire la campagne de Jean-Luc. Et malheureusement, il n'a pas gagné la présidentielle. Bon, OK. Et après, la semaine qui suit, je suis là aussi, parce que comme je voulais être dans la France Insoumise, donc je me suis intégrée dans la France Insoumise, de là où je suis, dans le 94, à Chevigny-la-Rue. Et le président de là-bas, il s'appelait Adi. Et donc, je suis allée, la première réunion, Adi m'a appelé, m'a dit, viens, on va faire la réunion de la France Insoumise et tout, je suis partie. Et la première réunion, j'ai assisté à la première réunion. Et après les élections présidentielles, il m'appelle au téléphone, il me dit, ça te dirait d'être candidate? Et moi, j'ai dit, mais candidat de quoi? Il dit, mais des législatives. J'ai dit, pardon? J'ai dit, Adi, moi, je vais être... Comment je vais? Je ne comprends pas. Il dit, mais Rachel, je veux que tu sois député. J'ai dit, Adi, moi, il dit, oui. Il dit, mais attends, on dit ceux qui sont à l'Assemblée nationale, c'est ceux qui ont Sciences Po, Bac plus 5. Moi, j'ai un niveau de CM2. Qu'est-ce que je peux aller faire là-bas? Et il m'a dit, tu peux y arriver. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te donne confiance? Qu'est-ce qui te dit que je peux y arriver? Et c'est qu'il m'a touché, le mot qu'il m'a sorti. Tu es très forte. J'ai dit, mais comment? Il dit, parce que la lutte que vous avez faite, je sais qu'au sein de l'Assemblée nationale, tu peux défendre notre cause. Et ça m'a maîtrisé. Voilà, ça m'a maîtrisé parce qu'au départ, c'est vrai qu'au départ, j'avais vraiment peur parce que, attends, on les voit quand même à la télévision, les cravates, voilà, les sacs comme ça. Toi, tu arrives femme de ménage, tu arrives à l'Assemblée nationale devant des bacs plus 8, je ne sais pas quoi. Tu es là. Bon, j'avais un peu peur, mais je me suis dit, ah non, mais attends, je suis une guerrière quand même. Si moi, j'ai renversé le groupe accord, ce n'est pas avec mes collègues, ce n'est pas ces députés. Bon, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. J'ai pris confiance en moi et c'est comme ça qu'on a commencé à faire la campagne. Bon, il m'a présenté déjà au groupe. Et ma première prise de parole, c'était la convention de la France Insoumise à Aubervilliers, où j'ai pris la première parole, où j'ai dit sans eux, il n'y a pas de France. Et ça fait le tour de la France, comme je peux dire même le tour du monde. Et là, à la sortie de la convention, je voyais ces métiers essentiels venir vers moi, les AUSH, les aides-soignantes, les infirmières, venir vers moi pleurer pour dire merci de nous représenter. Je ne suis pas encore élue, hein. Merci de nous représenter, tu portes notre voix. Franchement, merci. Des gens qui pleuraient, qui me donnaient des frissons et je me disais, c'est que Adi a raison. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit au fond de moi, Adi a raison. Donc, il y a des gens, c'est là où j'ai sorti le mot « la voix des sans-voix ».
C'est moi qui ai envoyé, c'est dit la voix des sans-voix. Donc, à l'Assemblée nationale, je serai la voix des sans-voix, la voix des gens qu'on n'attend pas. Et quand je vais arriver là-bas, je vais les représenter. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a mené la campagne du porte-à-porte. On a fait dans les marchés, on a distribué des tracts. On partait vers les gens qui nous expliquaient. Souvent, j'entendais même des témoignages que moi-même, je suis là. Puis, je ne crois pas. Tu attends même les gens qui te racontent leur vie, mais tu te dis, c'est un poids. Je me suis dit, c'est un poids que tu vas porter sur ton dos. Et comment je vais faire avec tout ça? Parce qu'il y a la souffrance. Sachez que c'est pour ça qu'il faut aller vers les gens. Il y a des gens qui souffrent. Il y a la souffrance. Donc, c'est comme ça qu'on a mené la campagne jusqu'à ce que je sois là où je suis aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que cette formule que vous avez trouvée, la voix des sans-voix, elle est magnifique. Et vous aviez dit, je suis la voix des sans-voix, je suis femme de chambre, femme de ménage, agent de sécurité, aide-soignante, aide à domicile. Je suis tous ces métiers invisibles. C'est impressionnant parce que, du coup, vous le disiez, c'est aussi une responsabilité énorme. Et bravo de l'avoir endossé. Et vous avez l'impression, depuis que, maintenant que vous êtes entré dans l'Assemblée nationale, que cette voix, elle est entendue par vos collègues. Comment est-ce qu'elle est reçue? Mais cette voix est entendue par mes collègues députés en dehors de l'hémicycle, pas au sein de l'hémicycle. Parce que quand je finis de prendre la parole, ce qui m'avait choqué un peu, parce que quand tu arrives, déjà l'ambiance de l'Assemblée nationale, tu découvres, parce que c'est la première fois que je rentre en politique. Et quand je voyais au moment où on débattait sur la niche parlementaire de la France insoumise d'augmenter le SMIC à 1 500 €, et tu voyais les collègues d'en face qui disaient non, il ne faut pas qu'on augmente le SMIC, pourquoi on va augmenter le SMIC, ou bien il faut qu'on bloque le prix parce que l'inflation monte beaucoup, et non, on ne doit pas bloquer le prix, on ne doit pas bloquer les prix, ce n'est pas normal, ou bien augmenter la pension des retraités. Non, on ne peut pas augmenter la pension des retraités, mais je me suis dit, mais ils sont où en fait? Et là, ça me vient dans la tête, je dis, mais est-ce qu'eux, ils ont déjà touché, ils savent ce que c'est que 700 €, 800 €? Et quand j'ai dit ça, ils ont commencé à crier. J'ai dit, non, je n'ai pas dit par jour, parce que là, peut-être vous touchez ça par jour. Par mois. On ne peut pas vivre avec ça par mois. Et je sais que si ma voix portait, quand j'avais expliqué ça, je pensais qu'ils allaient voter cette loi-là. Mais ça a été rejeté. Donc, là maintenant, même sur la pension des retraités, c'est pour ça souvent quand je vais dans les meetings, quand j'ai les personnes âgées, je leur dis, c'est vous qui votez la droite. Quand vous prenez vos cannes, vous marchez, vous partez voter la droite. Moi, oui, je leur dis ça. Non, mais il faut dire. Moi, je ne tourne pas, je ne suis pas quelqu'un, Parce que il ne faut pas voter quelqu'un parce que tu aimes la personne ou même tu votes pour quelqu'un parce que je déteste telle personne. Il faut qu'on regarde nous-mêmes nos propres intérêts pour voir est-ce que si je vote telle personne, est-ce qu'il sera dans mes intérêts? Aujourd'hui, à l'hémicycle, 1 € de prime de nourriture pour les étudiants. Est-ce que ça a été voté? Non. Ça n'a pas été voté. Mais dans le programme de la France insoumise, il faut qu'on donne 1 060 € aux étudiants pour ne pas aller travailler, pour qu'ils partent étudier. Et on mette l'argent sur les comptes. Ils n'ont pas voté ça. Ils ont voté plutôt celui qui a refusé de donner 1 € à manger aux étudiants. Donc, arrivé un moment, il faut qu'on regarde les choses correctement pour faire les choses bien. Parce que la pension des retraités, moi, ça m'a fait mal parce que quand je faisais ma campagne, il y a un retraité qui est venu me dire, Madame Keke, j'espère que quand vous allez être dans l'hémicycle, je vais voter pour vous parce que je sais que quand vous allez parler de notre part. Et quand tu vois dans l'hémicycle, on dit la pension des retraités, les retraités qui touchent 800 €, d'autres touchent 900 €, qui n'ont même pas les moyens, qui ne peuvent pas finir les fins du mois, et qu'on leur refuse d'augmenter leur pension. Est-ce que ça, c'est humain? Est-ce que ça, c'est humain? Mais quand on dit qu'il y a des élections, ils oublient, ils prennent les cannes, ils vont voter la droite. Mais ils ne vont pas vous faire cadeau. Non, mais il faut dire les choses. Ils vont pas. C'est des gens. Je prie Dieu que vous soyez tous élus. Vous allez voir ce qui se passe là. C'est vrai, c'est des gens qui ne sont pas humains. Parce que nous qui rentrons la première fois en politique et qu'on découvre ça, ça fait mal. Et moi, comme j'aime le social, j'aime aider les gens, quand je vois ça, moi, ça me fait mal. C'est pour ça qu'après mes prises de parole, quand en dehors de l'hémicycle, je vois
un macroniste venir me caresser dans le sens du poil. Oui, madame, qu'on comprend. Moi-même, ma mère était femme de ménage. Oui, moi, mon père travaillait dans le bâtiment. Oui, on a raison. Mais ce n'est pas là qu'il faut venir me dire qu'il faut aller voter pour changer la condition des gens. Il faut aller voter pour changer les conditions de vie des gens. Moi, tu viens me dire en dehors de l'hémicycle, tu viens me caresser. Je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que je fais avec? Moi, je n'ai pas besoin qu'on me caresse. Je fais quoi avec ça? Les gens ont besoin qu'on vote pour eux. C'est pour ça qu'on a l'hémicycle. Pas qu'on les casse. Voilà. Et donc, en fait, finalement, en quoi consiste votre travail de député au quotidien? Et aussi, comment vous vivez l'idée de la France Insoumise d'avoir un pied dedans, un pied dehors à l'Assemblée nationale? Un pied dedans, un pied dehors, je ne comprends pas. Pourquoi un pied dedans, un pied dehors? À la fois être avec les travailleurs et en même temps d'être dans l'hémicycle. Mais vous savez, nous, comme j'ai dit, je me suis mise à la France Insoumise à l'intérieur comme dedans. C'est notre travail. Voilà, parce que les gens qui se mettent en grève, on est obligé de sortir pour aller les soutenir. C'est pour ça que vous allez voir dans les manifestations, la majorité des députés qui sont là-bas, même pas majorité, c'est nous qui sommes là-bas. Il n'y a pas autre parti, vous n'allez pas voir le RN là-bas, vous n'allez pas voir les macronistes là-bas, c'est que les députés de la France. Parce que, pourquoi je dis ça? Nous sommes le peuple. Et on ne peut pas suivre la politique de la droite. Si nous tous, on suit la politique de la droite, qui va écouter le peuple? Comment ça va se passer? C'est pour ça qu'on a un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, on va sur le terrain, on va écouter les gens, on va comprendre les gens. Après, on va à l'hémicycle pour aller apporter les témoignages. Pour dire, oui, allez sur le terrain. Par exemple, il y a des femmes qui souffrent, ou bien, par exemple, il y a des travailleurs qui sont mal payés, mais changer leur vie. Et nous, en tant que députés au sein de l'Assemblée nationale, on peut voter une loi pour pouvoir changer leurs conditions de travail. C'est pour ça qu'on a un pied dedans, un pied dehors. Parce que si on veut faire comme les autres, avoir les deux pieds dedans, ça sera difficile. On ne va pas aller vers le peuple. Or, le peuple a besoin de ses élus. Si tu vas voter pour un député, c'est parce que tu l'envoies à l'Assemblée nationale pour pouvoir plaider, voter des lois, pour pouvoir ranger ses conditions de vie. Mais si on a les deux pieds dedans et qu'on bouche les oreilles, mais là, ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on a un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Et donc, du coup, tu disais que vous avez eu des retours très positifs des travailleurs et des travailleuses quand vous avez gagné. Et vous, comment vous vous êtes senti? Comment vous avez vécu ces retours-là? Mais moi, je pense que je suis très, très, très fière de moi et de mes collègues. Parce qu'après cette belle victoire, on a été beaucoup, beaucoup sollicités. On allait même à l'international, on allait en Suisse, on allait à Genève, on allait à Belgique, parce que les travailleuses de là-bas voulaient vraiment qu'on vienne. Parce que, vous savez, après nous, notre victoire, il y a beaucoup de secteurs, surtout à l'international, qui se sont mis en grève. Donc, ils voulaient quand même écouter nos témoignages. Donc, moi, aujourd'hui, nous, on s'appelle des guerrières. Voilà, nous sommes des guerrières. Et ça m'a beaucoup donné, ça me donne encore plus de force pour pouvoir lutter. Voilà, plus de force, même au sein de l'Assemblée, même en dehors, même dans ma vie, même privée, c'est-à-dire pour pouvoir lutter. Parce que la lutte, ça change, ça ouvre l'esprit, ça fait comprendre beaucoup de choses. Parce que souvent, on se dit, quand tu luttes, oui, tu es fatigué, tu ne peux pas avoir, tu baisses les bras. Non, c'est faux. C'est faux. Même si c'est difficile, si tu tiens, quand tu luttes à la fin, bah, tu as une belle victoire. Voilà. Pour passer donc dans ce troisième temps et discuter plutôt des communautés de travail et de la place des métiers du lien dans la société, vous parliez là de lutte. La mobilisation contre la réforme des retraites a été l'occasion de replacer au centre du débat public et au centre des rues un certain nombre de ces métiers de la propreté. Donc, on pense par exemple à la grève des éboueurs qui a fait beaucoup, beaucoup parler à Paris. Quelle place est-ce que vous pensez que ces travailleurs de la propreté, ces travailleurs du lien, peuvent être amenés à jouer dans la suite de la mobilisation? Vous savez, les travail du lien, c'est indispensable pour la société. Donc, par exemple, je peux dire, oui, c'est vrai, il y a les éboueurs, mais la majorité des gens qui font le travail du lien, c'est les femmes surtout.
comme je peux dire les AUSH, les aides à domicile, les femmes de ménage, les femmes qui nettoient dans le bureau, les femmes comment je peux appeler, de l'hôtellerie. Voilà. Mais c'est des métiers qui sont mal payés, qui sont pas bien payés. Et c'est métier du lien, en fait, sans eux, comme j'ai l'habitude de dire, sans eux, la France n'est rien. Sans eux, la France n'est rien. Ces métiers du lien sont tellement importants pour la société et que je pense que les syndicats qui sont dedans doivent prendre soin pour que ces personnes soient bien payées, bien rémunérées et être bien à l'aise dedans. Parce que ces métiers du lien, c'est les métiers où il y a beaucoup de pénibilité dedans, où il y a beaucoup de pénibilité. Et comme il y a beaucoup de pénibilité que les gens se plaignent, viennent dedans le mépris, vient derrière le mépris. Donc, moi, je pense que le syndicat doit faire son travail, doit vraiment faire son travail, parce que ces métiers du lien, je redis encore, sans eux, la France n'est rien. Voilà. On parlait en introduction de la place structurante de la sous-traitance dans ces métiers du lien, et ensuite vous êtes beaucoup revenu dessus dans le cadre de l'Ibis Hotel des Batignolles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la CGT, vous avez parlé de la CGT HPE et de la CGT Propreté, la différence étant que donc, la CGT Propreté ne syndique que des personnes travaillant dans le ménage, là où la CGT HPE va syndiquer des personnes de tous les corps de métier de l'hôtellerie. Est-ce que donc vous pouvez nous parler de l'horizon des communautés de travail que vous dressez ou que par exemple la CGT, pour lequel la CGT HPE milite? Non, mais par exemple, la CGT Propreté, c'est eux, ils s'occupent des travailleurs de tout ce qui est sous-traitance. Mais la CGT HPE, c'est le syndicat de l'hôtellerie. Mais ils ont quand même le droit de syndiquer, de lutter pour les gens de la sous-traitance. Ce n'est pas interdit. Ils doivent militer. C'est pour ça qu'au contraire, la CGT HPE nous a soutenus dans ce combat-là. Donc, c'est que moi, je voulais dire, mais j'ai oublié un peu. Voilà, je vais dire que la CGT, normalement, la CGT Propreté doit être comme la CGT HPE. Ils doivent se mettre ensemble, ils doivent travailler ensemble. Parce que sachez que la CGT HPE quand même a quand même lutté pour 16 hôtels où les gens sont internalisés directement. 18 hôtels internalisés directement. Mais là où vous attendez, par exemple, ici, je pense qu'ici, il y a des femmes de ménage. Voilà. 90. Voilà, 90%. Et c'est la sous-traitance ici. Et si la sous-traitance ici, le syndicat qui protège ces femmes-là, je sais pas si, peut-être que je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas venues, parce que normalement, quand on dit quand même Rachel qui vient, elle devait venir, on allait discuter. Comme ça, j'allais leur dire, allez en lutte. Parce que ce que vous faites pour ces salariés-là, elles ne savent pas que c'est très important. Parce que vous voulez en fait leur montrer leurs droits et elles refusent. Moi, j'allais leur dire de ne pas avoir peur. Parce que quand tu as peur, le patron, il profite de ça. Donc, c'est où comment je peux dire, la CGT HPE, quand tu es un syndicat comme la CGT HPE, mais tu as peur de rien. Parce que M. Lévy n'avait peur de rien. Ils faisaient même, oui, ils sont allés pendant notre grève. Ils ont été, on a été persécutés, rabaissés pendant notre grève. Ils ont fait 36 heures de garde à vue. 36 heures de garde à vue. Et au sein même du syndicat de la CGT, les gens n'étaient même pas d'accord que la CGT HPE soit à nos côtés pour nous soutenir jusqu'à la fin. Mais heureusement qu'ils ont été là. C'est-à-dire, chacun pleure. On était dans un combat pas possible. Comme je peux dire aujourd'hui, je ne sais pas quelle guerre même je peux comparer à ça, ce que nous on a vécu. C'est Poutine et l'Ukraine, la guerre qui arrive là, ce que nous on a vécu, c'est rien. C'est rien, on a été persécutés, on a été humiliés, on a été rabaissés avec ce syndicat-là. Voilà, donc je pense que le syndicat dans la sous-traitance, le bon syndicat dans la sous-traitance, c'est très important. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est aussi difficile d'être un bon syndicat
de ménage? Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes dans Ben, ces syndicats-là? il y a autant de problèmes parce que tout simplement, voilà, ils sont... Moi, nous, par exemple, à l'hôtel Ibis Les Batignolles, la CGT, à l'époque de Faux, qu'est-ce qu'ils disaient? C'était la société STN. Non, Synestes. Qu'est-ce qu'ils disaient à Synestes? Ne vous inquiétez pas, c'est nos salariés. Ici, c'est notre site, rien ne va arriver. C'est-à-dire, ils mettent la confiance au patron, c'est-à-dire, ils vendent les salariés dans les mains du patron. C'est pour ça que souvent, je leur disais, on n'est pas des tomates à vendre sur le marché. Le marché de Courneuve, là, ce n'est pas nous, on est là-bas. On n'est pas là pour nous vendre. Parce que le patron, il s'est dit quoi? Lui, les syndiqués, il s'est dit quoi? S'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il prend son téléphone, il appelle le syndicat. Et il dit au syndicat, mais tu m'as promis que dans ce site-là, il n'allait pas avoir de problème. Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi les femmes se mobilisent? Pourquoi les femmes revendiquent? Pourquoi il y a des courriers? Pourquoi ils sont allés voir tel syndicat? Donc, il y a des problèmes parce qu'ils veulent tout simplement de l'argent. Ils prennent des grosses sommes d'argent avec les patrons pour pouvoir profiter des salariés qui sont là-bas. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. C'est pour ça parce que moi, je vais vous dire, il y a une fille à l'époque qui a été licenciée, elle s'appelait Touré, parce qu'elle était tellement, je sais pas, elle s'imposait tellement, elle n'était pas d'accord avec des choses. Et qu'est-ce que le syndicat de EFO a fait? Mais ils ont appelé le secrétaire général pour dire, mais Touré, elle est tellement têtue, il faut qu'on l'enlève ici. Et lui-même, le syndicat lui-même, il était à la base du licenciement de la dame. Et ça se passe. C'est pour ça que moi, je les combats, ces syndicats de la sous-traitance, comment on appelle ça, ces syndicats de la sous-traitance corrompus là. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc là où ils sont, même s'ils sont ici, combattez-les. Ne les laissez pas. Il faut les combattre, même s'ils sont ici. S'ils sont dans votre université d'ici, des Sciences Po là, il faut les combattre. Il faut leur parler parce qu'ils n'aiment pas. Il faut leur parler, il faut les combattre. Quand j'ai été élu à l'Assemblée nationale, il y a un salarié de la sous-traitance, Moussa Silla, qui est décédé. Il y a eu un accident de travail. Il est tombé sur sa machine parce qu'il nettoyait les parkings de l'Assemblée nationale. Il a fait un accident, il est tombé. On l'a mené à l'hôpital. Je pense que le lendemain, le monsieur est décédé. Et quand nous, étant élus, on était allés à côté de l'Assemblée nationale pour dénoncer, mais le syndicat de cette société de la sous-traitance est venu à côté de l'Assemblée nationale pour dire, mais la mort de Moussa Silla ne doit pas être politique. Ça ne doit pas être politisé, on n'a pas besoin de la politique. Ne vous mettez pas dedans, ça ne vous regarde pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Assemblée nationale? Ils sont allés voir la famille de Moussa Silla, lui donner des chèques, faire rapatrier le corps, et puis boucler le dossier, fermer le dossier. C'est ça, le syndicat de la propriété. C'est comme ça qu'ils font. Ils s'attendent avec les patrons pour mépriser, pour écraser, pour tuer, parce qu'ils sont à la base, pour tuer, parce qu'aujourd'hui, la mort de Moussa Silla, en Assemblée nationale, on leur demande, comment on appelle ça, les enquêtes. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Ils ne veulent même pas qu'on en parle. Donc, voici ce qui représente la sous-traitance, les syndicats de la sous-traitance. Voici ce qu'ils représentent. Donc, s'ils sont ici, combattez-les. Ne les lâchez pas. C'est pas évident de rebondir là-dessus, mais déjà, merci en fait pour tous vos témoignages. Et pour rebondir donc, quel serait pour vous un métier de ménage qui serait juste et digne? Enfin, vous avez parlé tout à l'heure des augmentations de salaire, mais il y a aussi beaucoup de choses. Vous parliez de souffrance, de pénibilité physique. Et quelles seraient les conditions dans lesquelles vous pourriez exercer ce métier et qui soit, comme on le disait en introduction, source d'émancipation et de dignité? Moi, je pense que déjà, les donneurs d'ordre qui ne savent pas faire, comme je peux dire, accord qui dit je ne sais pas faire, quand il prend la sous-traitance, qu'il regarde la convention qu'il signe d'abord, avant de leur donner le site. Qu'il regarde comment il traite les salariés, parce que la sous-traitance, quand il arrive, l'hôtel n'appartient pas à la sous-traitance. L'hôtel appartient à Accor. Donc, ça dépend du contrat qu'il signe avec la sous-traitance. Ça dépend de combien il donne à la sous-traitance pour que la sous-traitance puisse bénéficier, puisse avoir son bénéfice. Donc, par exemple, si on leur donne, je ne sais pas comment on donne, parce que je n'ai jamais vu leur contrat qu'ils signent. Mais si, par exemple, il donne il va dire, par exemple, une chambre faite, par exemple, à 20 €, et Accor va voir, par exemple, STN va voir le sous-traitant, il va voir que, bon, 20 €, ce n'est pas grave. Peut-être, non, 20 €, non, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je sais comment faire. Tu me donnes 20 €, j'ai fait travailler les femmes 50 €.
et je prends, comment on appelle ça là, je prends mon bénéfice en les crevant. Donc, je pense que le donneur d'ordre doit faire très attention au contrat qu'il donne à la sous-traitance. Et le donneur d'ordre, comme puisque ces femmes ou bien ces hommes travaillent dans les bâtiments, ils ont le droit de monter pour voir comment sont traités les salariés. Est-ce qu'ils respectent les salariés? Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'ils ont les heures de pause? Parce que quand on se met en grève, quand c'est chaud qu'on se met en grève, on ne regarde plus le sous-traitant. Qui on regarde le donneur d'ordre. Parce que nous, quand on était en grève, on ne regardait plus STN. Mais on partait directement voir le groupe Accor. Et quand on partait voir le groupe Accor disait quoi? Non, ce ne sont pas mes salariés. Je ne les connais pas. Je ne sais pas d'où ils sont. Mais ils oublient qu'on est dans le bâtiment du groupe Accor. Et c'est eux qui font appel à la sous-traitance. Voilà. Donc, ça, je pense que les donneurs d'ordre qui ne savent pas faire, qui prennent de la sous-traitance, doivent faire beaucoup attention. Et c'est pareil comme l'Assemblée nationale, qui est l'État qui sous-traite. Donc, l'Assemblée nationale aussi, c'est-à-dire, doit voir comment la sous-traitance traite ses salariés. Parce que quand ils ne font pas ça, ils sont complices. Parce qu'ils savent très bien comment ils traitent les salariés. Parce que les salariés dénoncent. Les salariés vont les voir. Les salariés envoient des courriers. Donc, ils savent ce qui se passe. S'ils ne disent rien, c'est qu'ils sont complices de ça. Et là, nous, dans notre grève, à l'époque, on a vu comment Accor était complice avec STN. Et pour finir, pour la victoire, qui a ouvert les négociations sérieuses? Mais c'est bien Accor. Ce n'est pas la sous-traitance, c'est Accor qui a envoyé son avocat pour dire, finalement, avec ce qu'on les faisait dans les hôtels, tellement qu'on les a maltraités aussi. Ils pensaient que nous maltraitaient, mais nous, on les a maltraités aussi. On partait dans les hôtels, on mettait les confettis dans les assiettes des clients. On arrivait à 5 h du matin, on tapait, on réveillait les clients, ils sortaient en pyjama avec les valises pour vider les hôtels. Ah non, mais c'était la guerre. Hein? On les a, voilà, nous aussi, on les a bien mises. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? On veut sortir par le haut. On a besoin d'une bonne négociation. Retirez vos trucs au prud'homme pour qu'on puisse aller passer à une bonne négociation. Et on est parti à la négociation. Et ils ont dit, on vous donne tout. Nous, on avait demandé 5,30 € de prime de panier. Eux, ils nous ont proposé 7,30 €. Eux-mêmes, ils nous ont proposé, ils ont augmenté 7,30 €. Parce que nous, on leur a dit, même jusqu'aux Jeux olympiques, on ne lâche pas. Jusqu'aux Jeux olympiques, on ne lâche pas. Même si on ne mange pas, on ne lâche pas. Mais ils ont vu que pendant le Covid, quand tout était fermé, quand on était confinés, nous, on était confinés aussi. Et comme on avait un bon syndicat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, comme il n'y a pas de... Bon, les femmes de chambre veulent reprendre le travail. Ah oui, mais on n'a pas de boulot, comment ils veulent le reprendre? Non, mais mettez-les en chômage partiel. Donc, on était au chômage partiel, ils nous payaient. Et le peu d'hôtels qui étaient ouverts, ils nous envoyaient un courrier pour dire, bon, finalement, reprenez le travail. Nous, on a dit, non, 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 on veut se mettre en grève. Nous, on ne reprend pas le travail. Donc, ils n'avaient pas le choix. Ils nous payaient de l'argent et on partait dans les hôtels pour aller manifester, pour aller faire des actions. Et là, quand ils ont vu que le peu d'hôtels qu'on avait et qu'ils avaient ouvert et qu'on partait là-bas, on faisait nos trucs, on mélangeait tout, on dansait, on mangeait tout, on faisait... Fallait nous voir. Fallait nous voir. C'était la guerre contre la guerre. Il fallait nous voir. On mangeait, on mettait les papiers, les bruits, on faisait tout, on jetait, on faisait le, comment on appelle ça, pique-nique, tout. On venait, on s'asseyait, on mangeait, on dansait, on mettait, on faisait tout. Là, ils ont dit non, 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 non. Il faut qu'on trouve une solution, ça ne peut pas. Et là, on a trouvé la solution. Et voilà. Donc, les donneurs d'ordre sont à la base. Voilà. Une solution, ça ne pourrait pas être que, en fait, Accor arrête de sous-traiter et internalise ses travailleurs. Enfin, parce qu'en fait, au final, vous avez eu plein d'employeurs. Mais bon, moi, je pense que normalement, ils devraient arrêter la sous-traitance dans tous les hôtels parce qu'ils savent comment ça se passe. Et finalement, après nous, notre victoire, ils ont presque arrêté tous les contrats d'STN. Pourquoi ils n'ont pas sous-traité? Ils prennent d'autres hôtels. Aujourd'hui, à l'hôtel Ibis, il n'y a plus STN, il y a Honnête. Comme j'ai dit, Honnête, Malhonnête qui est là-bas. Il y a Honnête, Malhonnête qui est à Ibis. Pourquoi ne pas les prendre directement? Parce que maintenant, elles ont le même droit. C'est-à-dire, le salarié d'Accor a 7,30 € de prime de nourriture. Les femmes de chambre, elles ont 7,30 € de nourriture. Donc, normalement, ils sont censés prendre les gens directement. Voilà, mais bon, c'est leur politique. Je ne sais pas, c'est la politique qu'ils font, c'est leur manière de fonctionner. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que ce système nous amène forcément
à faire la lutte pour pouvoir avoir les mêmes droits que les salariés. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, nous, c'est ce qu'on aimerait faire à Sciences Po. Enfin, c'est vrai que l'internalisation, mais c'est... Enfin, Vous allez vous battre, hein? Parce que même nous, après les 22 mois de victoire, ils n'ont pas institutionnalisé. Hein. Et les femmes, elles les attendent aux Jeux Olympiques. Là, ils font les métros, mais à l'hôtel, ils bus les Batignolles. Voilà, quand les Jeux Olympiques vont commencer, elles sont en train de s'organiser, mais elles vont se mettre en grève pour qu'elles soient internalisées. Et là, il faut que tous les hôtels, même ici, tout le monde se met en grève. Mais ils auront peur parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent, parce qu'ils n'aiment pas perdre. Hein. Même perdre 1 euro, ça les traumatise. Hein. Donc, comme ils n'aiment pas perdre de l'argent, mais si elles se mettent en grève tout de suite, mais ils vont les... Et c'est le moment, les Jeux Olympiques, c'est le moment où toutes ces femmes qui travaillent dans les hôtels, parce que quand les gens vont venir regarder les Jeux Olympiques, ils vont dormir. C'est bien dans les hôtels, ils vont aller dormir. Et ces hôtels, ce sont ces femmes qui nettoient. Et les hommes qui font descendre les chariots et tout. Dans les Jeux Olympiques, tout le monde doit s'organiser et puis aller. C'est un piège. Après, on les attrape. Voilà. On va peut-être laisser la parole à la salle pour prendre vos questions. Mais avant ça, voulez-vous nous poser une dernière petite question? De quoi est-ce que vous, là, dans tout ce que vous nous racontez, vous êtes la plus fière? De ma victoire. Hein. J'ai 2 victoires. La victoire d'Ibis les Batignolles, la victoire à l'Assemblée nationale. Et puis, je suis fière de moi de représenter quand même, comme je peux dire, les essentiels au sein de l'hémicycle. Et puis, voilà, dénoncer ce qui ne va pas. Ça me rend encore plus fière parce que ma voix, elle porte beaucoup. Je sais. J'ai vu même pendant la réforme de retraite où je disais que je vais être chef de file. Et les gens disaient, non, mais la réforme de retraite, c'est technique. Tu ne peux pas être chef de file, mais parler de pénibilité, c'est quelle technicité? Pour dire que j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, on n'a pas besoin d'être technique pour dire ça. Hein. Et là, voilà, vous avez vu comment la vidéo elle a tourné. Je n'ai pas besoin de dire qu'on a mal au dos, on ne peut pas pousser un chariot. Une personne, une aide à domicile, qui va travailler jusqu'à 64 ans, qui s'occupe déjà d'une personne âgée. Elle-même, les personnes âgées s'occupent d'une autre personne âgée. Vous avez vu ça où? Voilà, donc ça, c'est ma joie, mais je n'ai pas encore fini. La lutte continue parce qu'il y a beaucoup de souffrance et puis il faut toujours que j'essaie de continuer. Je vais aussi, ce qui me plaît aussi, c'est que je vais quand même sur les piquets de grève, où j'ai été à Gennevilliers, sur les piquets de grève de Jodis. Et moi, je leur disais, nous les femmes, on a 20 femmes, on a gagné le groupe ACOM, mais vous êtes des hommes. Voilà, il faut tenir et vraiment, ils ont eu une très belle victoire où Jodis aussi a gagné, voilà, a gagné sa grève. Donc, voilà, moi, ça me donne la joie d'aller, de parler et de venir aussi devant la jeunesse. De venir devant la jeunesse. La fois passée, j'ai été à Rennes. La salle était tellement blindée. Voilà, avec les jeunes étudiants, on a beaucoup causé, on a beaucoup discuté. Et j'ai dit, vous, les jeunes aussi, vous ne votez pas. Il faut aller vous inscrire pour voter. Parce que les élections de 2027, il faut voter. Il faut s'exprimer dans les votes. Ceux qui n'arrivent pas à faire la lutte, c'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui aime faire la lutte, qui aime descendre dans la rue, mais qui peuvent s'exprimer dans les votes, dans les urnes. Ils peuvent s'exprimer. Ça suffit qu'on reste chez soi, on ne soit pas. Parce que comme j'ai dit, la politique, quand tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupe de toi. Parce que c'est parce que nous sommes là sur terre que les gens font de la politique. Même si tu fuis la politique, tu es sous ta couette, elle va venir te tirer la couette. Si tu es dans ta maison, tu manges, on sonne à la porte. Tu vas, tu ouvres la porte, tu regardes, c'est la politique qui est là. Mais oui, on est obligé de faire la politique. Personne ne va dire que moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais être politicienne. Moi, je ne savais pas. Les gens me disaient que est-ce qu'aujourd'hui, tu savais que tu allais être là? J'allais dire non, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu notre combat, quand j'ai vu notre grève, quand j'ai vu le mépris, et que je me suis dit, mais on peut aller rester dans la France insoumise pour aller sur les piquets de grève, aller parler aux salariés, pour leur dire, vous pouvez sortir, vous pouvez lutter, vous pouvez gagner. Il faut sortir parce que nous, on a un exemple. Allez rendre témoignage. Mais là, c'est la politique que je fais comme ça. Les jeunes qui n'arrivent pas à avoir du boulot, aujourd'hui, les jeunes étudiants font la queue pour aller manger dans les restos du cœur. Mais ça, c'est la politique. Quand vous êtes entre vous, vous parlez. Non, ce n'est pas normal, mais c'est la politique qu'on fait comme ça. C'est la politique. Donc, on doit s'intéresser à ça. On n'a pas le choix, ça s'impose à nous. On doit s'intéresser à ça. On ne doit pas fuir.
Quand tu fuis la politique, ça va te poursuivre. Quand tu fuis, tu cours, tu fais le marathon, ça te poursuit. Le temps que tu vas arriver, ça te tire. Où tu vas? Donc, on est obligé de faire de la politique. Voilà. Il faut vous intéresser, c'est très important. Merci. Du coup, est-ce que quelqu'un a une question? Bonjour Madame Keke, merci. Je suis contente de dire que vous êtes ma députée, Jean-Laïle Rose. Ah. Et, et du coup, vous avez parlé des familles pour qui c'est très compliqué de gérer ce genre de situation. Vous, comment personnellement vous êtes organisée pour continuer à gérer votre rôle de maman et votre métier? Métier maintenant ou en vend? Bah, les deux. Bon, les deux. Bon. Comme je disais, j'étais obligée de faire souvent, au départ, quand j'avais commencé, je faisais le ménage. Je me levais à 4 heures du matin. Et puis, je partais au travail parce que je commençais à 6 heures. Je finissais à 9 heures. Après, je partais à l'hôtel Ibis. Mais c'était difficile. C'était difficile parce que je n'avais pas le temps pour mes enfants. Je n'avais pas vraiment le temps pour mes enfants. Même pour les faire manger, quand je sortais du travail, j'arrivais, c'est ma troisième fille qui faisait à manger. Elle était obligée de rentrer dans la cuisine. Souvent, je lui dis, fais des frites, fais des pâtes. Je ne peux pas. Souvent, je m'assois dans le canapé, je dors. Et comme j'ai dit, le proviseur m'envoyait par exemple des messages pour me dire, oui, pourquoi tel enfant n'a pas fait ça. Je ne pouvais pas partir au rendez-vous, je ne pouvais pas répondre parce que j'étais vraiment épuisée. J'étais vraiment épuisée. Je n'avais pas le temps pour mes enfants. Mais aujourd'hui, ils ont grandi. Aujourd'hui, là où je suis, la dernière, elle a 15 ans. Et voilà, donc aujourd'hui, l'autre, le deuxième, il a 22 ans, après 16 ans et 20 ans. Donc aujourd'hui, ils sont grands. Donc quand je fais la tournée, au moins ça va. Mais le travail aussi des députés, ce n'est pas facile, hein, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. À l'époque, on avait commencé, on finissait à 3 heures du matin, 4 heures du matin. On est obligé de dormir à l'Assemblée nationale parce que le lendemain, il faut se lever. Il y a la commission des... Moi, je suis dans la commission des affaires sociales. Il faut se lever, il faut aller en commission. Ça commence à 9 heures. Après, on mange à midi. Après, à 15 heures, il faut retourner à l'Assemblée nationale. Donc, souvent, ça arrive que maintenant, souvent, j'arrive ici lundi, je rentre que le vendredi soir ou le jeudi. Ou bien je vais le jeudi soir pour que vendredi soir, je sois sur Massico pour pouvoir parler avec les gens. Comme pour le moment, je n'ai pas de permanence. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et quand le temps est comme ça pour les parents, les enfants sont un peu abandonnés. Et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. J'avais une de mes amies qui faisait garde d'enfants. Elle commençait à 8h30, souvent finit à 18h. Le temps d'arriver à la maison, il est 20h. Et moi, je lui dis, il faut arrêter ton travail. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, je faisais femme de ménage, j'étais caissière, j'étais aide à domicile, je faisais nounou. Et je n'avais pas aussi le temps. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas changer de métier? Et c'est comme ça que je me suis mise dans l'hôtellerie. Mais matin, je me levais, j'avais le temps de les déposer à la crèche à 7h30. Je vais au travail, je finis à 17h ou 18h. Et comment on appelle ça? Après, je courais pour les récupérer. Donc, ça m'aidait un peu. C'est pour ça que j'ai eu un peu ce temps à pouvoir les encadrer un peu. Parce que, comme je faisais souvent 15h à 16h, j'avais le temps d'aller les chercher, de venir, de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école comme devoir, de les suivre un peu, de parler avec eux. Ça me donnait le temps. Mais travail de 8h30 jusqu'à 18h, le temps d'arriver à la maison, mais l'enfant est livré à lui-même. L'enfant, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Merci beaucoup pour cette intervention très inspirante. Moi, j'avais une question notamment sur la légitimité et sur votre parcours en tant que députée. Même en tant que jeune étudiante femme noire à Sciences Po, c'est pas évident. Donc, j'aurais aimé savoir, c'est comment d'être une femme noire à l'Assemblée? Est-ce que c'est quelque chose où vous êtes challengée? Est-ce que vous avez des fois, dans le regard de vos collègues, la sensation d'être illégitime? Et quel serait le conseil que vous nous donneriez voilà, à toutes les femmes racisées pour suivre vos pas? Merci beaucoup. Mais moi, je pense que, vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire,
quand tu es noir, tu es bien placé pour faire le ménage. Ta place n'est pas là-haut. Bon, moi, vous voyez sur les réseaux sociaux, les commentaires, les gens qui m'insultent et qui font ceci. Vous voyez souvent sur CNews, voilà, les commentaires, oui, c'est l'état bien boubou, sur la chaîne d'Arunda. C'est bon. Il y a tellement de choses. Mais je me suis préparée à ça, en fait. Je savais que j'allais gagner. Hein. Moi, je vous dis ça en même temps. Parce que moi, je ne suis pas perdante. Voilà. Je savais que si je gagnais, parce que j'attendais d'autres dire, elle ne va pas gagner, qui va voter pour elle? De toutes les façons, elle est noire, sa place n'est pas là-bas, c'est une femme de ménage. Mais ça me donnait tellement la force de faire ma campagne avec les militants que j'avais, qui étaient vraiment, voilà, de faire ma campagne. Parce que je ne voyais pas autour de moi, surtout dans ma psycho, les gens me disent que non, tu ne peux pas. Non, au contraire, mon histoire, femme de ménage, la victoire donnait la force aux gens de m'encourager pour pouvoir tenir. Mais je m'attendais à ça. Je savais que après ma victoire, on allait m'attaquer, on allait voilà, me mépriser, on allait me... Mais comme je dis aux gens, vous savez, dans la vie, tout le monde ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Si tout le monde vous aime, c'est qu'il y a un problème. Si tout le monde vous aime, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi, j'ai compris qu'il ne faut pas qu'on regarde la couleur de la peau pour dire que non, je ne peux pas y arriver. Ou bien pour dire, oui, oui c'est vrai, il y a le racisme, on te méprise, oui. Mais au contraire, tu dois leur dire, vous me méprisez, ça doit au contraire te donner la force pour aller encore plus haut. Pas pour dire que, pas les laisser dans leur bêtise, en fait. Moi, j'appelle ça de la bêtise. J'appelle ça de la haine, de la jalousie. Parce que là où je suis arrivée aujourd'hui, tant que femme de ménage, eux qui ont Sciences Po qui m'insultent aujourd'hui ne peuvent pas arriver là. Et la voix que je porte, moi, je ne suis pas allée à l'école, mais ma voix que je porte, c'est né en moi. C'est né en moi. Je ne vais pas à l'école pour apprendre à parler. Je ne vais pas à l'école pour m'exprimer. Et quand je porte la voix à l'hémicycle, ce n'est pas donné à tout le monde, ça porte fort. Il y a des gens qui pleurent, donc j'incarne quelque chose. Et cette chose, je ne vais pas laisser un raciste venir supprimer ça. Jamais ça va exister. Et comme je dis, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils peuvent aller même déterrer le corps de ma mère. Je les tenirai tête. Voilà. Moi, bon, chacun, ça dépend. Il y a d'autres qui ne supportent pas, il y a d'autres. Voilà, mais moi, je dis, je suis une guerrière. Voilà. Donc, il y a d'autres qui ne peuvent pas supporter. C'est vraiment difficile, non, le racisme, parce que je suis noire. Non. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas que forcément parce qu'on est noir. Parce que quand j'ai été élue, je suis allée sur d'autres trucs. Je vois même des femmes blanches de la couleur blanche qui étaient victimes de ça aussi, du mépris. Victimes du mépris. Donc, c'est vrai que le racisme des Noirs, c'est vrai que ça existe beaucoup, mais il y a des femmes blanches qui sont aussi victimes. C'est d'où maintenant où je dis, on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble. Parce que la politique ne va pas nous diviser. Le racisme ne va pas nous diviser. On doit se mettre ensemble. Parce que la voix que je porte aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce n'est pas la voix de la couleur blanche. C'est la voix de tout le monde. Toutes les couleurs que je porte. Parce que quand j'ai été à Civo, allez voir les femmes de ménage, il n'y avait pas de femmes noires là-bas. Il n'y avait pas de femmes noires là-bas. Des femmes françaises de source qui sont là-bas, qui travaillent dans la sous-traitance et qui sont maltraitées. Quand j'ai été voir les gens des SNCF à Villeneuve-Saint-Georges, mais ceux qui sont là-bas, qui travaillent dans les rails, mais c'est des Français qui travaillent dans les rails, qui souffrent, qui sont mal payés. Et là, comme ça, je l'ai dit, il faut qu'on se mette ensemble. La politique du Front National ne doit pas nous diviser parce qu'ils font leur politique, mais je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs Fronts Nationaux qui vivent là-bas. Hein. Ils ne le disent pas. Ils sont partout. Mais on ne peut pas utiliser la politique pour nous diviser au jour d'aujourd'hui. Non, on doit sortir de la division. Voilà, et puis à bas le racisme. Merci. S'il y a une autre question. Merci, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'avais une question à propos des syndicats. Vous en avez beaucoup parlé et on a vu que vous avez eu un parcours un peu compliqué avec eux. Et ma question, c'est maintenant que vous êtes député et vous avez un peu un petit bout de ce pouvoir et de cette possibilité de faire avancer les choses.
dans quel sens vous pensez qu'il faudrait aller pour essayer d'avoir des syndicats qui représentent et défendent mieux les personnes qui travaillent dans ces services-là? Moi, je pense que les syndicats bons, pour les trouver, il faut aller dans un champ de maïs, hein, parce que les mauvais sont là, on les voit comme ça, mais pour avoir les bons, c'est beaucoup compliqué. Parce que vous voyez, nous, à l'époque, après 17 ans qu'on a eu la CGTHPE, on n'a jamais entendu parler de la CGTHPE et que quelqu'un de l'hôtel vient nous parler de la CGTHPE. Donc, étant le pouvoir que j'ai aujourd'hui, c'est de les dénoncer déjà. Et souvent, je fais ça sur les plateaux télé, je les dénonce. Je les dénonce pour leur dire, oui, les syndicats corrompus ne doivent pas normalement rester dans ces métiers-là. Il faut les dénoncer parce que moi-même, les syndicats corrompus, corrompus, je peux les voir comme ça, mais ceux qui sont bons, où les enlever? Il y a la CNTSO aussi, hein. Il y a la CNTSO qui sont comme ça aussi. Et puis, il y a Sudrail. Il y a Sudrail aussi. Mais il faut, je pense que, comme à l'Assemblée nationale, moi, je ne peux pas dire, peut-être qu'aux salariés, allez vous syndiquer. Donc, quand je passe pour faire les conférences ou les meetings, je dis aux gens, dites autour de vous qu'il y a Sudrail, il y a CNTSO, il y a la CGTHPE. Je donne ces noms un peu. Comme ça, les gens vont aller se syndiquer là-bas pour pouvoir avoir leurs droits. J'étais allée faire une conférence à Villers-les-Belles. Carlos, il y a une dame qui est venue m'expliquer que oui, sa mère a travaillé. Là, tout son corps lui fait mal, elle ne peut plus travailler. Là, il veut la licencier. Et je lui ai donné le numéro de M. Lévy. Et la dame m'a appelé, elle était tellement contente. Elle me disait, Madame la députée, franchement, merci beaucoup. Parce que le monsieur que vous m'avez présenté, les dossiers de ma mère sont en bonne voie. Voilà. Donc, je dis aussi aux gens, ils sont là, vous partez sur Internet, il y a CNTSO, il y a CGTHPE, il y a Sudrail. Il y a des syndicats qui sont là, mais il faut les connaître. Voilà, il faut les connaître. Et c'est de bouche à l'oreille qu'on peut savoir que telle personne a lutté ou bien tel syndicat est bien, il peut vous défendre. Sinon, pour les avoir, franchement, il faut rentrer dans un champ de maïs pour les avoir. Ouais. Alors, du coup, ici, et ensuite, il y avait d'autres questions après? Du coup, tout devant? Ouais, bah, attends, je te redonne juste après. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, moi, j'étais, avant de travailler pour agir comme assistant parlementaire, j'étais au syndicat CGT-HPE comme animatrice syndicale. Donc, je faisais à la fois de la défense individuelle et collective des salariés, mais également de ce qu'on peut appeler un peu vulgairement de l'encadrement de conflits collectifs de travail. Donc, on a ceux qui durent 2-3 jours ou quelques heures et ceux qui durent 22 mois, comme c'était le cas à l'Ibis des Batignolles. En fait, moi, je voulais rebondir un peu sur la problématique des syndicats. Le problème, en fait, dans le secteur du nettoyage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de syndicat propre dans la propreté, à part le syndicat CNT Solidarité Ouvrière. C'est une réalité. Aujourd'hui, en fait, les syndicats du nettoyage sont des syndicats qui sont effectivement ce qu'on peut appeler des syndicats maison, parce que, enfin, il y a énormément de raisons aussi qui peuvent expliquer ça. Ça ne les excuse pas, comme dirait Spinoza, ni rire ni pleurs, mais comprendre. Et en fait, ce que décrivait Rachel en termes de difficulté des conditions de travail, en termes de précarité extrême que subissent les salariés, peut déjà vous donner des éléments de réponse pour comprendre comment dire, pourquoi en fait des syndicalistes peuvent être corrompus par des entreprises à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, vous avez même des salariés, enfin des syndicalistes, entre guillemets, qui vont refuser, par exemple, l'argent, mais qui vont céder face à des propositions du type rapatrier la famille qui est restée au pays, avoir un peu de facilité pour accéder au logement, par exemple, avoir une voiture de fonction, etc. Donc, en fait, il y a effectivement cette précarité extrême des salariés qui peut être aussi utilisée par des entreprises pour ensuite acheter le silence au mieux, enfin, au minimum, entre guillemets, le silence de ces pseudo-syndicalistes, voire parfois leur participation active à casser des grèves, à empêcher les salariés de se mobiliser, etc. Je vous rappelle par exemple qu'à l'hôtel Ibis les Batignolles, c'était quand même la première fois que j'avais vu ça.
les syndicalistes de la CGT Propreté allaient parfois jusqu'à appeler les maris des femmes de chambre pour qu'ils obligent leurs femmes à reprendre le travail. Donc là, on avait quand même une belle démonstration de l'alliance patriarcat-capitalisme. Voilà, on ne pouvait pas faire pire, parce que mieux, voilà. Et donc, oui, en fait, il y a une situation comment dire, de précarité extrême dont usent les employeurs pour pousser les conditions de travail toujours plus bas. Voilà, quand il y a des conflits, essayer effectivement d'empêcher les salariés de continuer leur lutte. Et c'est vrai qu'en fait, au sein du syndicat CGT HPE, mais en fait, c'est aussi quelque chose pour laquelle en fait la CNTSO lutte aussi aujourd'hui, c'est la question de la reconstitution de la communauté de travail. C'est quelque chose d'assez central parce que l'objectif de la sous-traitance, c'est effectivement en premier lieu de ramener toujours plus bas les conditions de travail, réaliser des économies sur le dos des salariés. Donc ça, c'est pour, entre guillemets, les objectifs économiques. Mais il ne faut pas oublier aussi ou perdre de vue les objectifs politiques. Les employeurs ont aussi pour objectif de détruire les communautés de travail. Ça a aussi des intérêts, hein. Typiquement, effectivement, diviser des salariés, créer des statuts collectifs multiples dans une même entreprise. Ça empêche les salariés, effectivement, de se solidariser entre eux. Ça peut être un moment, en fait, pareil, pour exclure des salariés, par exemple, de la représentativité ou de la représentation aux élections professionnelles. C'est vrai que dans les entreprises, il y a des élections. Et voilà, donc en fait, il y a un tas de choses qui poussent les employeurs à détruire cette communauté de travail. Et effectivement, il y a très peu de syndicats. Alors, c'est une réalité aussi. Il y a très peu de syndicats, mais il y en a quand même qui travaillent pour la reconstitution de la communauté de travail. La reconstitution de la communauté de travail, c'est-à-dire obtenir à la fin de la sous-traitance l'internalisation des salariés, l'harmonisation par le haut des statuts collectifs des salariés. Et ça, effectivement, et je finis par ça, au sein du syndicat CGT HPE pour lequel je travaillais avant, on avait œuvré pour ça. On avait obtenu d'ailleurs la fin de la sous-traitance dans 18 hôtels. Et ça avait commencé par une revendication toute simple, mais qui était quand même difficile à obtenir, c'est l'égalité de traitement entre salariés sous-traités et salariés internes. Ça, c'est pas gagné en fait. Quand vous avez des salariés qui tous travaillent pour un même employeur, mais certains ont un 13e mois, d'autres pas, certains ont une indemnité de nourriture, d'autres pas, certains ont le droit d'accéder au restaurant avec leurs collègues et d'autres pas, certains ont des casiers et d'autres pas. C'est un tas de subtilités, de différences qu'on va créer pour justement hacher cette communauté de travail. Et en fait, une des premières revendications à mettre en place, c'est effectivement l'égalité de traitement, avec toutes les revendications que Rachel vous a énumérées, parce que c'était celles qu'on avait portées pendant la grève. Et quelque part, une fois que ces revendications sont obtenues, la sous-traitance, du moins d'un point de vue économique, devient caduque, inintéressante. Il n'y a plus l'intérêt finalement de recourir à la sous-traitance, ne serait-ce que d'un point de vue purement économique. Et c'est ça qui pousse, in fine, certains employeurs à internaliser. C'était le cas dans 18 hôtels. Et voilà, donc c'est pour moi, c'est vraiment des choses qui sont très, très importantes. Et vraiment, dernière chose, il y a une revue qui s'appelle « Comment reconstituer la communauté de travail » qui est en ligne. Vous pouvez la lire et la propager un peu autour de vous. Ça serait bien. Voilà. Une question encore ? Bonsoir, merci beaucoup, c'est hyper inspirant. Moi, j'avais une question, je voulais en savoir plus sur votre travail parlementaire en tant que tel, depuis que vous êtes député, depuis le début de votre mandat, les dossiers sur lesquels vous avez travaillé, les échecs, les choses qui vous ont rendu fiers, voilà, notamment à la Commission des affaires sociales. Voilà. Je pense que là, pour l'instant, ce qui m'a rendu fier, moi, je vois que c'est que des chèques, parce que je vois pas ce qui m'a rendu fier. Mais là, je suis en train de travailler avec mes collaborateurs sur le dossier de la sous-traitance et puis de la pénibilité aussi, parce que je vais essayer de faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale
Je sais qu'on n'a pas la majorité, mais bon, on va essayer quand même de parler de ça. Et puis parler aussi des produits, comment je peux dire, actifs, parce que quand les gens travaillent avec des produits, souvent ils ont mal, ils ont des cancers, ils ont des problèmes de santé et tout. Donc, on a besoin de vraiment travailler sur ce dossier de la sous-traitance. Voilà, pour voir quelle loi qu'on peut proposer. Maintenant, au sein de ce qui me fait peut-être un peu plaisir au sein de Massico, depuis que j'ai été élue, j'ai travaillé un peu sur le problème de logement, comme dit Cordia. Cordia qui est un logement social où les gens sont mal logés, qui est à 8 à 10 mètres carrés, où il y a des familles de 8 dans un appartement de 10 mètres carrés. Mais là, le directeur, quand j'ai été élue, j'ai vu ça. J'ai fait appel au directeur de Colia, j'ai eu une réunion, il est venu, on a discuté. Et là, il m'a envoyé une bonne nouvelle. La famille, les 8 personnes qui étaient dans la maison de 10 mètres carrés, a été relogée dans un appartement de 5 pièces. Voilà, maintenant, ils ont commencé à faire les travaux. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est qu'en bonne voie, le bassin de rétention des Fresnes. Parce que quand il pleut beaucoup, l'eau rentre dans les maisons des familles et ça gâte carrément les meubles des familles. Donc, quand j'ai été élue, je suis allée voir la préfète des Critères, on a parlé de ça. Je suis allée voir le préfet de région, on a parlé de ça. Donc, finalement, ils ont décidé de débourser de l'argent. Je pense que c'est 4 à 5 milliards d'euros pour pouvoir faire le bassin de rétention des Fresnes. Parce que je leur ai dit qu'on ne va pas attendre quand il y a mort d'hommes pour venir, comment on appelle ça là, pour venir faire des travaux. Voilà. Donc là, le préfet de région, il a accepté. Je l'ai appelé. J'ai pris carrément son numéro. Donc, je suis là chaque semaine. J'appelle, oui, monsieur, c'est madame Keke. Je dis, non, mais on va faire. Il faut aussi les mettre la pression derrière. Voilà. Donc, il m'a donné sa parole pour dire qu'ils vont faire les travaux. Et ce qui me choque aussi, quand j'ai été à Marseille, je suis allée au quartier nord de Marseille, je suis rentrée dans les appartements des gens. Même, moi, je dis, même un rat ne peut pas dormir dedans. C'est grave ce qui se passe dans les logements en ce moment. C'est très grave. C'est grave. Je ne sais pas pourquoi l'État ou bien les bailleurs abandonnent. Ils viennent prendre de l'argent. Et la dame que j'avais vue m'a dit son loyer coûte 1100 euros. Mais dans sa baignoire, vous voyez, il y a la baignoire qui est comme ça, il n'y a pas de mur au 4e étage. Donc, imaginez-vous qu'un enfant peut se doucher, peut-être glisser et puis tomber dans un trou dedans. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur dedans. C'est grave ce qui se passe, c'est très grave. Donc, sinon, par rapport au vote, ce qui m'a fait aussi plaisir, c'est qu'on a voté pour que l'IVG soit inscrit dans la Constitution. Ça, c'était une bonne nouvelle pour moi aussi parce que voilà. Donc, c'est pour dire au moins les femmes qui veulent faire l'avortement, au moins, ça dépend d'elles. Maintenant, elles peuvent décider de ce qu'elles veulent faire de leur corps. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est une belle victoire aussi qui m'a fait plaisir. Sinon, à part le reste où on rejette les 1 euro de repas pour les étudiants, où on refuse d'augmenter le SMIC, où on refuse de bloquer les prix, où il y a l'inflation augmente, où on explique que les prix augmentent et ils n'arrivent pas, ils pensent que c'est du mensonge, on exagère, mais il y a beaucoup de choses voilà, qui ne vont pas. Donc, c'est ça. Merci. Merci. Je suis moi de la CNT Solidarité Ouvrière, dont Rachel a dit 2 mots tout à l'heure et Tiziri aussi. Sur cette grève, donc syndicaliste, sur cette grève, vous avez pu tenir à une trentaine de femmes de chambre et d'hommes d'équipiers, aussi parce que notamment le syndicat CGT-HPE à l'époque, personne n'a dit comment il avait évolué, mais peut-être ça viendra tout à l'heure, a mis en place une caisse de grève qui a permis non pas de verser des salaires, mais de verser des solidarités qui venaient mettre non pas du beurre dans les épinards, mais déjà d'avoir les épinards, si je peux me permettre l'expression. Et c'est important de dire qu'aujourd'hui, les caisses de grève ont permis dans le nettoyage de nombreuses grèves d'aboutir.
Je pense aux grèves qu'on a menées aux hôtels du Pont-de-Suresnes avec la CGT-HPE. Je pense à la grève de l'Holiday Inn de la part de Clichy qui avait duré 4 mois et demi. Ces caisses de grève aujourd'hui sont essentielles dans la victoire des plus précaires des travailleurs et des travailleuses aujourd'hui. Et je voudrais dire un deuxième mot, alors peut-être Rachel en reparlera. Aujourd'hui, la sous-traitance sur notamment quand le médecin du travail déclare inapte à une salariée, quand elle était salariée de l'hôtel, elle était reclassée au petit déjeuner, elle était reclassée sur des fonctions moins pénibles, moins physiques. Aujourd'hui, quand c'est la sous-traitance, une société comme STN n'a que des femmes de chambre ou des équipiers. Ils ne peuvent pas reclasser sur un poste moins pénible, ils n'en ont pas. Et on a donc des femmes, des hommes qui, à 40 ans, 45 ans, sont déclarés inaptes et licenciés. Et c'est aussi les conséquences de la sous-traitance. Est-ce que dans le travail sur la pénibilité que tu mènes à l'Assemblée, cette dimension va être mise en avant? Oui, c'est que Étienne. Salut Étienne déjà. Oui, pendant notre grève aussi, Étienne, il était là. Je ne sais pas si tu te rappelles à la porte de la chapelle où on allait faire le pique-nique là-bas. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je disais, pour la réforme de retraite, aujourd'hui, ce ne sont pas des pénibilités. C'est moi qui ai parlé de la pénibilité parce qu'il fallait que j'en parle. Parce que les 5 ans en arrière je ne sais pas si au temps de Sarkozy ou de François Hollande, oui, il changeait cette réforme de retraite, je ne sais pas si c'est à 62 ans. Personne ne s'est dit qu'il y avait des métiers pénibles. Voilà, il mettait comme ça, il poussait comme ça la réforme de retraite. Et c'est pour ça, déjà, la pénibilité, c'était dans l'article 8. Donc, ce n'était pas dans l'article 7. Moi, ils ont dit non, mais quand on va arriver à l'article 8. Et moi, je me suis dit, mais comme on ne va jamais arriver à l'article 8, mais il faut que je me lance, quoi. Il faut que je me lance. Dans un peu de choses, je parlais de la pénibilité, mais aujourd'hui, tout le monde en parle. Et jusqu'à ce que même on évite même les éboueurs sur les plateaux télé de BFM pour parler de la pénibilité. Ça, c'est une victoire. Parce que il faut, je pense que le gouvernement méprise un peu ces métiers. Voilà. Donc, je suis, comment on appelle ça? Je suis vraiment, comme je dis, la voix des sans-voix et qu'on attend partout. Métier pénible, métier pénible, métier pénible. Mais il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Parce que vraiment, il y a des métiers qui sont vraiment difficiles, qui abîment le corps. Et comme l'a dit Étienne, tu es malade, on ne peut pas te changer de poste de travail. Tu es obligé de faire ça. On ne peut pas te diminuer ton travail, tu es obligé de faire ça. Et d'où ça fait que tu ne peux même pas arriver à 50 ans, tu restes à la maison. Même 45 ans déjà, les métiers des femmes de chambre, là, il y a d'autres à 35 ans, 40 ans qui n'en peuvent plus, qui sont carrément malades, qui ne peuvent plus. Mais là encore, demander de travailler plus, mais c'est difficile. Et je pense que c'est un combat qu'on ne doit pas lâcher. C'est pour ça que je travaille sur le dossier de la sous-traitance pour pouvoir encore éclairer les choses à la population, au peuple, pour voir ce qui se passe réellement dedans. Décrire aussi encore la peine, parler encore de ça et pour que, comment on appelle ça là, tous ceux qui font de la sous-traitance et que ces gens font des métiers pénibles, que les gens puissent faire un peu attention. Parce que au marché de Rungis, vous savez, Emmanuel Macron est allé au marché de Rungis, où j'ai été avec lui, j'étais dos à dos avec lui. Et là, je lui ai dit, mais là, vous êtes levé à quelle heure? Il m'a dit, oui, je me suis levé à 3 heures du matin, le temps de m'apprêter pour venir. J'ai dit, mais ça, déjà, c'est dur. Les gens, ils font ça du lundi à vendredi. Ils gênent là, ils travaillent dans le froid. Et c'est vraiment difficile. Et qu'est-ce qu'on fait? Et là encore, vous voulez les faire travailler jusqu'à 64 ans. Et là, il a dit, non, mais vous voyez, là, ils ont envie de travailler. Oui, mais ils ont dit qu'ils veulent travailler. Voilà, donc, j'ai un peu embrouillé ce qu'ils voulaient montrer aux yeux des gens.
pour dire, oui, au marché des Rungis, les gens veulent travailler jusqu'à 64 ans. Mais au marché des Rungis, quand vous allez là-bas, les gens se lèvent tôt. Souvent, il n'y a pas de transport. Ils marchent de là où ils quittent jusqu'au marché des Rungis. Ils sont dans le froid. C'est difficile. Quand vous partez visiter le marché des Rungis, c'est très, très, très difficile. Et quand il a été là-bas, il a vu. Et moi, j'ai eu 15 minutes à parler avec lui tête à tête. Je lui ai dit, par exemple, regardez les chronopostes. On a parlé un peu de la réforme de retraite. Après, j'ai dit, mais les chronopostes, là, vous êtes venus le matin. Mais les chronopostes qui font la grève, ça fait 18 mois qu'ils sont en lutte. Ils ont travaillé. Maintenant qu'on cherche, et maintenant qu'ils cherchent à être régularisés, on ne les attend plus. Et là, il nous a donné rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes partis à l'Élysée. Et je suis dessus, je parle de la pénibilité de régulariser les gens parce qu'on a besoin des gens. Parce que comme je l'ai dit, j'ai pris l'exemple de la ministre italienne qui disait que je ne veux pas des immigrés, je ne veux pas… Mais qui fait la majorité qui font ces métiers pénibles là? Mais ce sont eux. La majorité, ce sont eux. Et quand vous ne voulez pas les régulariser, vous les rejetez. Et après, vous faites quoi? Après, il faut encore aller les chercher pour venir. Donc, ceux qui sont là déjà, il faut les régulariser. Et là, voilà, on a compris, maintenant on croise les doigts pour qu'on puisse régulariser les chronopostes parce que c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, surtout pendant le Covid. Les BTP qui ont fait des livraisons de nourriture, aujourd'hui, qu'on veut les régulariser, personne ne les écoute. Donc, moi, j'appelle tout le monde ici, quand vous les voyez, à les soutenir. Et comme a dit Étienne, à donner à la caisse de grève. Parce que sans soutien, nous, on a été tellement soutenus. Et la caisse de grève, on a quand même eu 289 000 € pour finir la grève. Vous voyez, 289 000 € pour finir la grève. C'était tellement énorme parce qu'on nous donnait, les syndicats, ils venaient. Puis pour leur faire mal, qu'est-ce qu'ils faisaient? On venait tous les fins du mois, les samedis, devant l'hôtel et ils venaient, ils brandissaient le chèque. Rachel, 1 000 €, candidata. Et là, ils disent, mais attends, donc on les paye pour faire la grève. Non, donc ça aussi, c'est une force. Donc, c'est pour ça que quand il y a les caisses de grève, il faut donner pour que les gens puissent tenir. C'est important. Voilà. Je fais juste une fois activer. Merci. Oui, alors du coup, moi, je voulais rebondir justement sur l'intervention d'Étienne, en fait, sur la question notamment de l'hyperspécialisation qui s'opère avec la sous-traitance, parce qu'effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est qu'en fait, beaucoup de sociétés en fait, sous-traitent leurs services. Alors, très souvent, c'est les mêmes services qui sont sous-traités, à savoir le ménage, n'est-ce pas? Alors, dans le secteur de l'hôtellerie, c'est particulier parce que Rachel l'a rappelé tout à l'heure, les hôtels disent on ne sait pas faire. On ne sait pas faire quand c'est ton cœur d'activité, c'est quand même chaud. Enfin, je veux dire, bon, voilà, c'est la remise en état des chambres, c'est quand même le cœur d'activité d'un hôtel. Et en fait, derrière le phénomène de sous-traitance, on se retrouve effectivement avec des sociétés qui n'ont que deux cœurs de métier, à savoir le ménage d'un côté et l'encadrement de l'autre. Et quand il y a effectivement des problématiques de reclassement suite à des accidents de travail, à des maladies professionnelles ou à des maladies tout court, en fait, eh bien, en fait, les salariés se retrouvent souvent en situation de licenciement parce qu'on n'a rien d'autre à leur proposer. De même, indépendamment même de toute question de maladie ou autre, en vrai, en fait, même sur le plan de l'évolution de carrière, les entreprises de sous-traitance n'ont pas grand-chose à offrir à leurs salariés. C'est-à-dire que concrètement, tu commences ta carrière en tant que salarié du nettoyage, tu la finis au mieux en tant que gouvernante, mais tu n'as pas une évolution de carrière qui te permet, entre guillemets, à l'ancienne, de commencer comme commis de cuisine, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'hôtellerie, et de finir directeur de l'établissement en montant un petit peu tous ces échelons. Donc, effectivement, il y a un travail à faire là-dessus, mais honnêtement, le travail, du moins législatif, sur ce plan-là, est extrêmement faible parce que ou quasi comment dire, c'est extrêmement compliqué parce que c'est la nature même de l'organisation de la sous-traitance qu'il faut remettre en cause. Et aujourd'hui, je pense que tu le sais mieux que moi, le principe principal, c'est le cas de le dire, qui nous est très souvent opposé, c'est la liberté d'entreprendre
qui est au-dessus presque de toutes les règles de droit dans ce pays. Bref, donc, il y a évidemment en fait, du travail à faire, mais c'est vrai qu'en ce moment, on travaille beaucoup en fait, sur plutôt des problématiques de l'encadrement de la sous-traitance, à défaut de la rendre, de l'interdire, parce que voilà, on ne peut pas, liberté d'entreprendre, encore une fois. Mais en fait, voilà, la question de l'encadrement, notamment à remettre en cause un certain nombre de pratiques, à savoir, par exemple, la question de la mobilité extrême, qui est imposée aux salariés, la question de l'abattement sur l'assiette des cotisations sociales, qui est pratiquée aussi injustement sur les salariés, la question effectivement de l'égalité de traitement entre salariés sous-traités et salariés internes, ce qui nous obligerait aussi à agir sur les contrats commerciaux, parce que pour le coup, si les salariés sont sous-payés, c'est parce que la nature de la sous-traitance et l'organisation de la sous-traitance veut que les contrats commerciaux sont souvent renégociés à la baisse, ce qui fait que les conditions de travail s'aggravent à mesure que les sous-traitants se succèdent, etc. Je vais pas dire beaucoup de choses sur la question de la caisse de grève, si ce n'est qu'elle est fondamentale. On ne tient pas une grève sans caisse de grève. Je pense que c'est d'ailleurs dans l'histoire du mouvement ouvrier, et c'est pas pour rien. Voilà. Il nous reste 10 petites minutes, donc on va peut-être prendre 2 dernières questions avant de conclure. D'abord, merci beaucoup pour votre intervention, c'est très intéressant. Et justement, je m'intéressais un peu par rapport à la question de la sous-traitance, de ce que vous en parlez là, parce qu'effectivement, on ne peut pas l'éviter. Pour l'instant, on a beaucoup d'entreprises de nettoyage qui participent, mais selon vous, un peu, c'est à qui plus ou moins la responsabilité? Parce qu'il y a les entreprises de nettoyage qui disent bah, il y a nos clients qui ne nous payent pas assez pour améliorer les conditions de travail de nos employés. Mais ensuite, tu as les clients qui te disent qu'en fait, bah, ils ne peuvent pas légalement participer à améliorer les conditions de travail de ces employés qui ne sont pas vraiment leurs employés. Du coup, comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question un peu de qui a la responsabilité et comment améliorer cela? Merci. Mais moi, je pense que quand nous, à l'époque, quand nous, on s'est mis en grève, c'est ce que je dis, c'est ce que le groupe Accord disait. Le groupe Accord disait que ce n'est pas nous, ce n'est pas de notre faute. Voyez votre société. De toutes les façons, vous n'êtes pas nos salariés. Voyez STN. Et quand on partait chez STN, STN aussi disait non, mais le contrat qu'on a signé avec Accord ne nous donne pas le droit de régler le conflit. Et aller voir Accord. On était comme ballon de rugby, quoi. C'est-à-dire, on nous jetait comme ça, on nous jetait comme ça. Mais au final, qui a comment on appelle ça là, qui a financé pour que ce conflit se règle? Mais c'est le donneur d'ordre. Donc, si on veut voir d'une part, la sous-traitance a un peu raison pour dire ce n'est pas de notre faute, c'est la faute au client. C'est la faute au client. Donc, moi, je vois que de le passer, c'est un exemple pour nous parce que c'est eux qui ont financé. C'est eux qui nous ont proposé 7,30 €. C'est eux qui ont dit que, bon, on sort l'argent de notre poche, on pose sur la table pour régler le conflit. Ce n'était pas SN, c'était le client. Donc, d'une part, comment je peux dire, d'une part, le client a raison. Non, oui, d'une part, comment on appelle la sous-traitance a raison. Maintenant, si dans le cas contraire, qui donnait peut-être les moyens à la sous-traitance pour mieux traiter les salariés, et que la sous-traitance ne traite pas mieux les salariés, et que les salariés sortent pour manifester, pour dire non, on n'est pas d'accord, on est mal payé, mais qu'est-ce que doit faire le client? C'est d'appeler la sous-traitance à la table pour leur dire non, je vous paye bien, mais pourquoi en retour vous traitez les salariés comme ça? J'arrête le contrat. Parce qu'il peut arrêter le contrat. Parce que le contrat, je pense que c'est chaque 2 ans renouvelable. Voilà. Donc, ils peuvent arrêter le contrat. Mais nous, au contraire, à l'époque, STN, Accord a renouvelé le contrat d'STN, malgré qu'on était en grève. Ils ont renouvelé, ils ont dit que non, nous, de toutes les façons, on ne va pas vous prendre, on ne va pas vous internaliser, nous, c'est la sous-traitance. Et ils ont renouvelé le même contrat de cette société-là. Donc, je pense que le client est fautif dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'au sein de l'Assemblée nationale, en commission, quand on parlait de la sous-traitance, comme il y a d'autres députés qui ont des sociétés qui sont contre ça, qui trouvent que moi, j'exagère. Quand je parle de « Ah non, mais vous exagérez, Madame Keke », mais parce qu'ils font ça, ils pratiquent ça aussi. Et ça, c'est pour ça que je dis, on est en train de travailler dessus. Ça ne va pas être facile, mais bon, on va quand même, qui ne risque rien n'a jamais rien. Voilà. La dernière question, mais du coup. Il y a Étienne qui veut.
voulez aussi. Enfin, non, Non, il finit d'abord. vas-y. Bonsoir, merci beaucoup Dia pour votre intervention, c'était très intéressant et aussi porteur d'espoir. Et justement, c'est ma question, comment est-ce que vous faites pour garder espoir dans cette période disons, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui nous donnent des espoirs en ce moment. Comment vous faites pour garder espoir? Mais comment il fait pour garder espoir? Mais je pense que dans la vie, il faut toujours garder espoir. Moi, je dis, parce que je vais vous donner un exemple. Quand tu es malade, par exemple, on te dit, par exemple, tu es malade, tu ne vas pas vivre. Et je prends cet exemple parce que je connais quelqu'un que j'ai remonté comme ça aujourd'hui qui est guéri totalement. Tu es malade, tu ne vas pas vivre. Et sur toi, moralement, ça te démoralise. Tu dis non, ça ne vaut pas la peine. Je ne vais pas vivre parce que le médecin a dit. Oui, le médecin a dit. Mais quand tu as confiance en toi-même, quand tu crois en toi-même, tu dis non, le médecin il a dit, mais il faut que je lutte parce qu'en luttant contre cette maladie, je serai guéri. Voilà. Mais quand tu te mets ça dans la tête, tu as cette force-là. Mais il y a beaucoup d'hommes, tu peux guérir de cette maladie. Mais vous savez qu'en disant ça, en pensant à ça, ça te méprise, ça fait que la maladie s'aggrave encore de jour en jour. Donc, dans la vie même, c'est ça. C'est-à-dire, dans la vie même, il ne faut jamais, jamais désespérer, même si c'est difficile. Parce que la vie même est sur, comme je peux dire, sur une balance. Souvent, ça va, c'est comme ça. Souvent, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, tu te dis non, ça ne va pas, non, ça c'est fini pour moi. Non, au contraire. Quand ça ne va pas, tu te dis, je sais que ça va aller. Je sais que je ne vais pas baisser les bras. Je sais que je vais lutter. Je sais que c'est un temps, parce que ça ne va pas, c'est un temps. Ce n'est pas pour toute la vie, ce n'est pas pour toute ta vie. C'est un temps. Il y a un temps où ça ne va pas et il y a un temps où ça va. Et quand le temps où ça va arrive, pourquoi on est content? Pourquoi on est heureux? Parce que là, ça va. Et quand ça ne va pas, pourquoi on désespère? Pourquoi on ne croit plus en nous parce que ça ne va pas? Donc, ça dépend de nous-mêmes. Et moi, j'ai dit aux gens, il faut croire en soi-même. Et la vie, comme je dis, c'est la lutte. La vie, c'est le combat. La vie, c'est une lutte, c'est le combat. Tu nais, comme je dis, tu es dans le ventre de ta mère. Avant de sortir, tu bouges. Hein? Tu bouges, tu ne sors pas comme ça. À moins qu'on te fait, même si on veut te faire la césarienne, tu as les contractions, tu bouges. Et quand tu sors du ventre de ta mère, tu penses que la vie s'arrête. Non, je suis né. C'est là que ça commence. C'est là que la vie commence. C'est là que la lutte commence. C'est là que tu dis, il faut que je tienne debout. Voilà. Et moi, c'est comme ça. Souvent, d'autres me disent, mais souvent, on dit des choses, ça ne te touche pas. Mais je ne vais pas, vous voulez que ça me touche, je vais faire quoi avec si ça me touche? Je vais mourir, je vais m'asseoir, je vais déprimer. Non. Et au contraire, ça me donne la force, comme je dis, de pouvoir tenir. Voilà. Donc, c'est l'exemple que je voulais vous donner. Merci. Il fait beau dehors. Hein? Merci, c'est gentil. Hein? J'allais dire que vos paroles rendent un peu caduque toute conclusion, mais je vais quand même conclure en 3 points. En rappelant d'abord qu'on l'a tous à l'esprit maintenant, mais les conditions de travail que vous évoquiez et que vous décriviez, c'est des conditions qui sont similaires pour la plupart des travailleurs et travailleuses de ménage, ce qui rend essentiel notre mobilisation à tous et toutes à nos différentes échelles. Donc, on n'a pas fait tourner la feuille dont je parlais en introduction, mais donc on va laisser une feuille à la sortie, si vous voulez laisser vos coordonnées et rejoindre le collectif pour agir ici à Sciences Po. Mais après, il y a 1000 manières de rejoindre la lutte. On a parlé de contribuer aux caisses de grève, continuer à se mobiliser de diverses manières, voter, tout ça, quoi. Voilà. Inscrivez-vous et puis rejoignez la lutte, c'est important. Deuxième point, juste reprendre trois choses que vous avez dites et qui m'ont particulièrement marqué. Vous avez dit ne rien dire, c'est être complice. Vous avez dit que vous étiez une guerrière. Je pense qu'à ce stade, on est tous convaincus. Et vous avez dit ensemble, tout est possible. Donc, ensemble, tout est possible. Et l'union fait la force. Et l'union fait la force. Et donc, troisième et dernier point, vous remercier énormément d'être venu ce soir, bien sûr, mais pour tout votre combat, toute votre vie, tout ce que vous dites. Merci 1000 fois de faire ce que vous faites, Rachel Guégué. Merci à vous.